de l'ouest du mur n'ont pas eu grand-chose à proposer. Enfin, je parle au nom de mes frères qui viennent de Roumanie, de Lituanie, de Russie. Ils ont été frappés à quel point on n'avait rien à proposer au moment de la chute du mur. À part une espèce de matérialisme avec une espèce de conviction politique molle, très molle, avec un décalage complet entre les prétentions à la démocratie et l'effectivité de la vitalité politique des peuples européens. Voilà. Alors, moi, je me suis intéressé parce que j'ai eu à ce moment-là à réfléchir, à débattre avec des gens du Parlement lituanien. Je leur dis, en fait, vous avez 5 ans devant vous, où dans ces 5 années, vous arrivez à vous allier avec les petits pays européens qui sont comme vous, qui viennent de rentrer dans l'Europe, et vous développez collectivement et en réseau une vision alternative à la nôtre, ou bien vous êtes morts. 5 ans plus tard, ils sont morts. Voilà. On les a absorbés, ils sont exactement dans nos modes de fonctionnement, ils n'ont aucune différence politique profonde à proposer. Voilà. Ils sont dans le modèle anglo-franco-allemand, dans ce qu'il a de plus, je dirais politiquement, en tout cas je parle là comme philosophe, de plus inconsistant et de plus incapable en fait de convaincre qui que ce soit de sa pertinence. Je parle notamment des jeunes générations. C'est vrai, la désertion complète de la question politique par les jeunes générations n'est pas liée du tout au fait que ce seraient des abrutis qui ne comprennent rien, mais au fait qu'au contraire, ils ont une perception aiguë du fait que le roi est nu alors qu'il prétend être habillé de la plus belle tunique. C'est-à-dire que tout simplement, il y a un décalage complet entre les discours incantatoires des plus de 50 ans et l'ineffectivité totale de leur manière de faire. Évidemment, on a donné une démonstration très forte de ça au moment de la guerre du Kosovo, puisque ce sont les Américains qui ont fini par nous faire entrer en guerre et éviter le pire, enfin ne pas éviter le pire, mais finalement éviter que le pire dure. Pire que nous aurions parfaitement pu européennement parfaitement éviter au moment où la guerre a commencé, puisque nous avions les forces armées inter-européennes. Voilà. Et donc, il n'échappe pas aux jeunes générations que, je vais être méchant, mais c'était quasiment les phrases de Solzhenitsyn, la lâcheté caractérise les classes politiques européennes, et que la pensée même politique européenne est quelque chose qui n'a pas une consistance telle qu'elle puisse convaincre à moins de 30 ans qu'il y a quelque chose d'intéressant à y faire. Ça ne veut pas dire que l'Europe ne les intéresse pas, ça ne veut pas dire que pour eux l'Europe n'est pas un espace vital, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts à se battre pour que la démocratie, même si c'est sous une forme un peu délavée, demeure, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de descendre un peu dans l'analyse, donc d'abord des signes de cette nécessaire interrogation, et puis ensuite de comment positivement voir ce qui est en train tout doucement de, non pas d'émerger, ça serait un grand mot, mais quelles sont les possibilités d'une alternative qui commence à se dessiner comme des possibilités non pas utopiques, parce que les possibilités utopiques, on sait bien qu'elles sont, elles sont toujours ce qui engendre les pires des totalitarismes. Le XXe siècle est quand même un siècle qui a conçu les dictatures et les totalitarismes les plus brutaux à cause d'une pensée utopique. Et je ne connais pas de pensée utopique au XXe siècle qui n'ait pas donné lieu d'ailleurs à une dictature sous une forme ou sous une autre, à part peut-être les hippies, c'est vrai, qui étaient in the middle of nowhere. Mais c'est vrai, à part la pensée hippie, qui est une pensée pas politiquement très poussée, Kerouac c'est quand même pas Aristote, quoi. Mais voilà. Alors, quels sont d'abord les premiers signes pour moi d'une nécessaire interrogation, c'est que nous sommes très clairement dans la non-maîtrise des effets de ce que nous avons fabriqué dans ces 50 dernières années. Et donc, concrètement, que le monde que nous venons de bâtir nous échappe. Nous n'en avons plus les rênes, pour être court. Et nous sommes à la remorque des effets des moyens, des gigantesques moyens que nous venons de constituer en système collectif. Je m'explique. Nous n'avons plus moyen de maîtriser les effets de la technologie. On le voit aujourd'hui, le mouvement global qui est celui d'Internet est irréversible. La perte de la protection de la vie privée est irréversible. L'impossibilité de protéger très longtemps une œuvre reproductible par voie d'image ou de son est irréversible. Le tout de suite gratuit est irréversible. Moi, je suis régulièrement à Avignon, dans un forum qui s'appelle le Forum d'Avignon, où où ils se battent comme des lions pour essayer de préserver. Mais si vous voulez, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui s'imagine qu'avec une bouée de sauvetage, il va, si vous voulez, résister à un tsunami qui lui débarque sur la figure de 12 mètres de hauteur, quoi. Il faut se battre, bien sûr. Mais il faut être lucide de ce qui est en face, quoi. Google, les éditeurs français sont gentils, j'aime beaucoup M. Gallimard, mais face à Google, si vous voulez, voilà. Pas de commentaires. C'est les réserves, c'est les Indiens face aux colons américains. Si vous voulez. Et donc ça c'est le premier élément. Mais il n'y a pas que qu'Internet. L'informatisation des process
de communication comme des process industriels est irréversible. Et les effets induits aussi bien du côté de la finance, puisque désormais les ordinateurs ont une place essentielle dans les opérations financières, sont non maîtrisés. Personne ne maîtrise exactement ce que fait en termes de vente et d'achat d'ailleurs, les programmes informatiques qui sont chargés de ça, si ce n'est sur des masses financières importantes. Mais voilà. Le système de transport massif de personnes et de biens en état d'accélération mondialisée, quelque chose qui est non réversible, dont nous ne pouvons absolument pas maîtriser. On voit bien, nous voudrions, dans l'idéal, il faudrait réguler tout ça en termes de pollution. On ne va rien réguler du tout, on régule rien du tout d'ailleurs. Voilà. Donc il faut juste se l'avouer, je suis juste en train de... C'est pas une critique, c'est juste que la philosophie, elle part du constat du réel, même quand le tsunami est à 5 mètres de vous, il faut voir qu'il est à 5 mètres de vous, et donc vous allez très probablement mourir. C'est tout simplement, ça permet de se recommander à Dieu et de vivre les derniers instants de sa vie de manière intense. Et donc il y a quelque chose là d'une fin du monde, au sens où... moi j'ai réfléchi souvent, pourquoi est-ce que il y a plein de films sur la fin du monde? C'est pas parce que tout simplement on arrive en 2012, parce que normalement c'était l'an 2000, on a dépassé l'an 2000, pourquoi est-ce qu'on serait plus à la fin du monde? C'est pas les Mayas, le calendrier Maya qui tout d'un coup fait fantasmer tout l'ensemble de la planète. C'est bien qu'il y a des fins du monde, qu'il y a une fin de monde. C'est bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se finir. Sinon nous ne serions pas hantés par ces thèmes-là. Parce que la guerre nucléaire, elle est loin, donc c'est bon, normalement on ne devrait pas avoir de problème de fin de monde. Mais on est hanté par la fin du monde, ce qui montre bien qu'il se passe des choses... qu'il y a à la fois des choses qui finissent, on va le voir, et puis qu'il y a à la fois de la perte de contrôle de choses dangereuses. Vous voyez, c'est les deux facteurs, normalement, qui font avoir peur de la fin du monde. C'est qu'on ne peut plus se servir des choses d'hier, et que les choses qui sont là autour ne sont pas maîtrisables pour une partie d'entre elles. C'est fantasmatique d'imaginer que ça donne des catastrophes. Vous voyez, c'est pas parce que, quand je vous dis non-maîtrise, ça ne veut pas dire catastrophe, ça veut dire juste non-maîtrise. On ne maîtrise pas le climat planétaire, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, on s'y adapte, non. On ne maîtrise pas le cycle des astres, ça ne nous empêche pas de vivre avec. On ne maîtrise pas encore quantité d'espèces animales, ça ne nous empêche pas de vivre avec. Et donc la maîtrise n'est pas nécessairement le gage de la sécurité, il ne faut pas délirer non plus. On peut parfaitement vivre dans l'immaîtrisable. Ça demande une démarche d'existence qui n'est pas tout à fait la même. Et puis il y a de l'immaîtrisable qui, effectivement, à tel ou tel moment, peut être dangereux. Il faut savoir ce qu'on en fait. Tout dépend, comme surfeur, si vous êtes dessus ou dans la vague. Dessus, c'est génial, ça vous procure une énergie énorme. Il y a des endroits dedans où ça peut poser des problèmes pour le dos, si on n'est pas au bon endroit. Et donc, non-maîtrise des effets technologiques, et puis non-maîtrise aussi des possibilités scientifiques. C'est bien qu'aujourd'hui, quoi qu'en disent ou quoi qu'essayent d'en faire les comités d'éthique nationaux respectifs, ils ne font que retarder que le fait que ce qui est possible finira par se faire. Alors, si ce n'est pas là, ça sera à un autre endroit. Voilà. Donc, le principe de précaution est un principe de retardement. Soyons honnêtes. Aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, ça n'est qu'un principe que de retardement. Sauf peut-être sur le clonage humain, et encore, il semble plutôt que ce soit parce que le clonage humain, manifestement, ne marche pas, malgré toutes les tentatives, sans doute, très certainement, on le sait, cachées ou non avérées qui se font, mais voilà. Donc là aussi, il y a une non-maîtrise des possibilités scientifiques, qui sont des possibilités extraordinaires dans l'abstraction, mais qui évidemment sont des possibilités qui, dans les mains de tel ou tel, ne donnent pas, c'est la grande question d'Oppenheimer et de la naissance de la bombe H, qui dans les mains de tel ou tel peuvent avoir évidemment des effets contraires à ceux qui sont censés produire de positif. Je prends des exemples très, très simples, mais aujourd'hui qui sont là aussi reconnus désormais comme tels. La procréation médicalement assistée, c'est une chose absolument merveilleuse, sauf qu'on ne sait pas quoi faire des centaines de milliers d'embryons congelés dont plus personne ne veut faire quelque chose. C'est tout bête. Et on s'est volontairement aveuglé sur quelque chose dont on savait qu'il était dans le donné du problème. Voilà. C'est un exemple typique. Et on n'a aucune solution à aujourd'hui avec ce problème qui est désormais avéré pour le coup. Et donc on est, alors plus basiquement encore, on est dans la non-maîtrise d'un phénomène qui pose des questions de vie sociale, puisque c'est notre question d'aujourd'hui, c'est l'accélération globale des interactions entre les choses, entre les processus, entre les personnes, entre les groupes, entre les communautés, en gros entre l'ensemble des acteurs de la planète ou les objets en mouvement. Voilà. Et cette accélération, dans une complexité croissante, nécessite tout simplement une rapidité d'analyse et de perception que nous n'avons pas pour le commun des mortels. Voilà. Nous n'avons plus de cerveau qui soit, ou de prudence humaine, branché sur un cerveau, qui soit suffisant
pour gérer une complexité comme un pays comme la France. Je pense que c'est tout simplement, rien qu'au point de vue de la complexité, je ne parle même pas du parti politique, au point de vue de la complexité, ce n'est pas gérable par une équipe je sais pas, de combien sont les ministres, 30, 38, de 40 personnes qui ne sont pas, depuis des années, éminemment compétents dans chacun de leurs domaines. C'est ridicule. Complètement ridicule. C'est pathétique d'ailleurs quand vous voyez des gens qui vont s'occuper d'économie, qui vont s'occuper mais de choses sur lesquelles ils sont complètement incompétents. Ils sont capables d'en parler parce qu'ils ont appris à parler de n'importe quoi sur n'importe quel ton avec une conviction absolue. Mais là aussi, c'est pathétique, si vous voulez. On n'est plus à l'époque où on pouvait distribuer. Enfin, vous voyez, la complexité technique, elle est là. Et donc, ça aussi, donc là, et c'est encore une fois tout simplement une question. C'est pas des abrutis, c'est juste que c'est pas proportionné, d'accord ? L'accélération doublée de la complexité engendre une insuffisance humaine à tout simplement penser. Je parle même pas de les gérer, mais penser de manière compétente. En tout cas, si on est seul, et en tout cas, ça demande un travail en équipe assez poussé de gens performants, doués, coopérant dans la confiance, vous voyez, pour réussir à gérer tout petit peu tout simplement des modes de vie collectifs. Rien que pour parce que c'est très marrant, enfin c'est très marrant, il faut le prendre avec un peu d'humour, mais on a un pays qui génère plein de moyens pour faire plein de trucs, sauf que les gens auxquels ça pourrait servir ne sont pas mis au courant. Et que c'est étonnant que ça soit l'emploi. Il y a plein de domaines dans lesquels la solution elle est ailleurs, mais je ne peux pas le savoir, je n'ai pas de moyen de le savoir. Vous voyez, on n'arrête pas de multiplier des tentatives de mise en œuvre de moyens partiels mais d'abord, on va le voir, il n'y a aucune vision d'ensemble. Si ce n'est en gros d'essayer de sauver sa peau économiquement et d'essayer d'y faire, deuxièmement, participer le plus de monde possible. Troisièmement, dans des conditions à peu près matériellement, socialement euphoriques, pas qualitatives, mais euphoriques. Voilà. Donc on est un peu à l'envers. Et du coup, là-dedans, ce qui ne facilite pas la dimension sociale, c'est que le mode de relation humaine a complètement changé. D'accord ? Aujourd'hui, là encore, il y a 200 ans, un type qui se serait promené au milieu d'un village en ne se rendant pas compte de qui était à droite, à gauche, devant ou derrière, on l'aurait pris pour un fou ou un illuminé. Non ? Qui n'aurait pas dit bonjour, qui n'aurait même pas vu qu'il y avait des gens. On aurait dit, il est fou. Ou alors c'est vraiment un grand saint, quoi. Il est tellement dans la méditation transcendantale que le niveau de transcendantalité l'a absenté du monde physique. Aujourd'hui, vous en avez des centaines dans les métros, dans les rues, ils ont tous des appareils qui font qu'ils ne sont plus là. Et c'est humainement très violent, pour eux et pour nous. Voilà, parce que ça veut tout simplement dire que ce n'est plus un espace public, un espace social. C'est un espace d'enfermement autistique technique dans lequel je n'ai compte à rendre à personne. Alors, je ne peux pas me balader tout nu, parce qu'il y a atteinte à la pudeur, mais c'est aussi exhibitionniste que de se balader tout nu. Vous avez des gens, ils parlent au téléphone, c'est de l'exhibitionnisme sur leur existence. Ils seraient tout nus, on en saurait moins. Donc c'est pour dire, voilà, on voit en tout cas de multiples effets qu'il y a une problématique sur la relation. C'est-à-dire comment les personnes dans la vie sociale sont les unes en face des autres. Et puis tout bêtement, quel est le contrat qui les unit ? Je dois quoi à mes citoyens, à part ne pas leur casser la figure arbitrairement ? Même, je peux le faire, je serai puni, mais bon. Je leur dois quoi ? Rien, je paye mes impôts. Je leur dois rien. Spontanément, les gens, faites un sondage. Enfin, si vous êtes honnête avec vous-même, spontanément, vous direz, vous devez quoi aux gens qui habitent Grenoble ? Qui n'ont pas la tête qui vous plaît, qui parlent pas comme ça vous plaît, qui ne font pas partie du milieu social qui est le vôtre, et qui de toute façon en ont rien à faire de vous. Mais vous n'en avez rien à faire d'eux non plus, non. Point barre. Sauf si vous êtes dans des services sociaux qui s'occupent précisément des gens qui ne sont pas contents. Alors, si moralement, quelque part, spirituellement, on a quand même un devoir d'humanité, tout ça, tout ce qu'on voudra, mais concrètement, il est où le contrat social ? Si on demandait à chacun de nous, quel contrat vont-nous signer par l'acceptation de la majorité ? Parce que la majorité, elle devrait être proposée, pas imposée. Non ? Si je n'ai pas envie d'être citoyen, je ne veux pas qu'on m'obligerait d'être citoyen. Si je veux continuer à casser les abribus, en n'avoir rien à faire de mes voisins, c'est-à-dire très clairement à ne pas être citoyen, il faudrait tout simplement dire, voilà, les gens devraient se balader avec un signe distinctif qui fait qu'ils ne sont pas citoyens. Ils ont décidé de ne pas l'être. Et donc, ou ils ont décidé de l'être. Et donc, je ne dis pas qu'il faudrait remettre la Légion d'honneur à tous ceux qui ont décidé d'être citoyens, mais pourquoi pas ? Ça devient honorifique aujourd'hui d'être citoyen dans un monde comme ça.
que d'estimer délibérément et de mettre en œuvre quotidiennement le contrat social qui m'unit normalement à ceux avec qui je vis. C'est vrai, d'ailleurs, les gens qui font ça de manière conséquente aujourd'hui, on trouve moyen, j'ai découvert ça, de leur donner ou la médaille du mérite, ou je ne sais pas trop quoi, le machin du travail, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou les palmes académiques. Enfin, on se débrouille pour expliquer que ce type-là ou cette femme-là, il a vraiment quand même pris au sérieux le fait qu'il était un citoyen. Enfin, moi, je proposerais ça, c'est que on élargisse la Légion d'honneur. C'est une manière de dire, ben voilà, c'est horrible, on est dans la discrimination, on est dans... Donc on est dans un déplacement des relations qui pose un problème majeur, qui est celui de la perte de la notion de responsabilité, parce que là encore, c'est pas que les gens veulent pas être responsables, c'est qu'ils voient pas de quoi ils seraient responsables. De quoi vous seriez responsable, à part de payer vos impôts? C'est une vraie question. Manifestement, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que d'élever correctement leurs enfants ne fait pas partie de leur job. Je parle des parents. D'accord ? Donc ça, c'est pas simple non plus. Il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui pensent aussi que ça ne fait pas partie de leur job que de se laisser éduquer. Et puis ensuite, il y a une dernière question qui est, nous vivons dans un monde qui passe dans son temps à nous proposer, alors ça existe de tout temps, mais aujourd'hui on l'a démultiplié de manière quotidienne et insistante dans la vie des personnes, qui me propose 24 heures sur 24 de fausses identités. D'accord ? L'ensemble de la société de consommation est construite sur la proposition permanente de fausses identités. Puisque le rapport que j'ai aux objets, normalement quand je suis un être sain et responsable, n'a rien à voir avec ce que me propose la consommation, qui doit nécessairement pour fonctionner me proposer un rapport délirant, immature, régressé, narcissique, inconséquent, parce que ça fait partie des conditions d'existence durable de l'économie française, on en a souvent parlé ici, que de devoir vous faire consommer de manière parfaitement déraisonnée et déraisonnable. Et donc ça veut dire que pour ça, il faut qu'on crée en moi des désirs, des pulsions et des représentations de moi-même qui me permettent de consommer. Donc qui ne peuvent pas correspondre à ce que je suis, qui est normalement un être raisonnable, responsable, qui pose des actes qui ont, en ayant un minimum d'intelligence, des conséquences des actes qu'il pose. Voilà. Chaque fois qu'on entre, moi le premier, dans un hypermarché, on commet des injustices gravissimes à l'échelle de notre pays. On jette des centaines de milliers de tonnes de nourriture, on y contribue de manière directe. Enfin, je ne vais pas citer tous les exemples. On est dans l'absurdité complète. Alors, quand je n'ai que devant ma porte à balayer, c'est moi qui gaspille. Dans un espace rural, c'est moi qui gaspille. Vous voyez, je ne sais pas connaître ça. Je ne suis pas dans une espèce de logique que nous venons d'inventer, d'anonymat collectif, qui du coup cumule, comprenez bien, la lâcheté, l'irresponsabilité et l'immaturité individuelle, qui les cumule et qui en plus me dispense d'avoir à en rendre compte. C'est un peu dingo ça. Donc je peux me comporter comme un pulsionnel, capricieux, narcissique, régressé, mais bien payé, et jouant parfaitement le rôle qu'on lui demande de jouer dans l'espace social, et tout baigne pour moi. Il n'y a pas de possibilité que je m'aperçoive que je suis non seulement gravement à côté de la plaque, mais que je contribue à y mettre les autres. Il n'y a pas de mécanisme régulateur. Alors, dire oui, mais la vie sociale, c'est pas que ça. Oui, mais ça, c'est le cœur du fonctionnement social. Le cœur du fonctionnement social aujourd'hui, ça s'appelle la société de consommation. Donc, l'organisation sociale a pour condition sine qua non de possibilité d'existence sa contribution à l'économie. Qui, aujourd'hui, oserait organiser une vie sociale délibérément qui ne contribue pas à l'équilibre économique? Ça ne va pas, c'est anti-citoyen. Si vous décidiez d'éliminer systématiquement toutes les grandes surfaces, de manger que de la nourriture en quantité et en qualité, enfin vous voyez, comme dans les bons régimes soviétiques ou les régimes de pénurie, c'est-à-dire quand tu as des tickets, quoi. Et tu sais que tu manges ta ration. Alors on choisirait une ration haute, sur des produits tous qualitatifs, puis c'est réglé. Ça serait abominable. Bah oui, ça serait la privation de la liberté abominable, c'est-à-dire de la pulsion narcissique régressive. Ce serait horrible d'interdire ça. Voilà, donc là on est dans une contradiction massive qu'on pratique tous les jours, qui ne nous pousse pas de problème parce qu'on a le nez dans le machin, et dès qu'on prend 15 secondes de recul, on se dit mais c'est évident que c'est aberrant. Tout le monde le sait que c'est aberrant. Je vous parle, vous l'avez compris, à peine de la notion de développement durable et de toutes les conséquences écologiques massives que tout ça peut avoir. Et donc derrière, quelle est la conséquence sociale majeure qui oblige à se poser la question de la non-durabilité, de la non-viabilité durable du mode d'existence qu'est le nôtre? C'est l'affaiblissement fondamental des identités et de la prudence des personnes et de la pratique des vertus individuelles au moment où il faudrait 3 fois plus de vertus, 2 fois plus de prudence, 6 fois plus de sagesse et 5 fois plus d'identité. Vous voyez le problème?
Pour gérer un truc comme ça, il faudrait des géants. Et on a rapetissé. Donc c'est très simple. C'est très très simple. Vous ne pouvez pas mettre dans une voiture de course des 24 heures du Mans ou de F1 de très haut niveau un type qui n'est même pas capable d'avoir son permis dans une voiture sans permis. Qui confond sa droite et sa gauche et qui est de toute façon ivre-mort dès qu'il monte dans la voiture. Vous ne le mettez pas en F1. Voilà. C'est à peu près le delta qu'il y a entre le niveau de sophistication, de la prudence, de la sagesse, de la capacité à discerner tout seul, de dire non aux sollicitations, de garder mon existence, de préserver mon espace et mes relations humaines, d'être cohérent dans la durée vis-à-vis des personnes. Enfin, comment on fait? On n'y arrive pas. On pète les plombs, on change de gens quand ça nous arrange, on switch les représentations quand ça nous arrange aussi. On est totalement largué, il faut être honnête quand même. Et d'ailleurs, dès que vous avez des gens d'autres pays qui ne sont pas fascinés par le nôtre, qui viennent nous visiter, ils voient très clairement qu'on est en train de péter les plombs collectivement de manière claire. Qu'on commence à faire pitié, pour vous dire. Ouais, vous baladez dans les rues, vous dites, mais les gens, ils vont pas bien. Hein. Ils ont des problèmes, quoi. Et ils vous disent, mais d'ailleurs, oui, c'est vrai, on a des problèmes, on se soigne, mais on a vraiment des problèmes. D'ailleurs, le fait qu'on soigne, ça n'a pas l'air de les diminuer. Voilà, donc là, il y a clairement... alors, j'idéalise pas, je ne dis pas qu'il faut qu'on vive au paradis terrestre, avec des gens souriants, mais juste, on a diminué quand même. Vous voyez, moi je dis de temps en temps, on aurait pu s'arrêter à peu près dans les années 78-80. Si on s'était arrêté, on avait tout bloqué, le niveau de vie, le niveau technologique, voilà. Et que donc tous les progrès matériels, même le niveau médical, on avait tout arrêté. Alors vous me dites, il y a des gens qui seraient morts depuis, peut-être, ils seraient morts de non-progrès scientifique. Admettons. Vous arrêtez tout à ce niveau-là. Et là, vous dites, ok, maintenant on plafonne la gestion du matériel et on optimise la qualité du vivre ensemble. Et on met le plus de gens possible dans ce pays au niveau des classes moyennes supérieures. D'accord ? Là, vous avez quasiment le paradis terrestre. On n'a pas fait ça. Et depuis 80, en 2013, on n'a pas du tout fait ça. Et on n'a pas du tout d'ailleurs envie de retourner à 70. Si on vous dit maintenant, retour en 70. Pas plus de fringues qu'en 70, pas plus de nourriture qu'en 70, les frigos de 70, pas de micro-ondes, 70. Les téléphones filaires, plus de téléphones portables. Des ordinateurs portables, mais des gros machins avec du slash, machin truc. Il faut être un spécialiste déjà pour comprendre ce que tu mets sur l'écran. Mais qui signe? Personne. Si, je ne sais pas trop quoi, la Chartreuse. Enfin, le monastère, hein, pas l'entreprise. Voilà, donc ça c'est assez simple. Et moi je m'aperçois de plus en plus que c'est simple, compréhensible, évident. Je ne vois pas très bien, à part mon exagération, vous pouvez mettre quelques bémols, mais vous n'allez rien changer au constat de fond. Voilà. Et moi je pense que tout simplement, comme on n'est pas des abrutis, on en a la perception inconsciente de plus en plus forte. Et on a beau se dire, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas le voir, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on commence à s'apercevoir que c'est strictement vrai. Sois honnête. Pas faire de sondage dans la pièce, hein, mais on aimerait bien qu'on se soit trompé. C'est encore le petit joker, vous savez. Si par hasard, c'est notre pessimisme qui nous avait fait accroître les choses, est-ce qu'on ne pourrait pas nous faire une commission scientifique qui vient de nous donner des résultats qui nous flanqueraient moins la trouille, enfin, oui, des trucs comme ça. L'équipe du Titanic qui continuait à expliquer qu'il était invincible alors qu'il y avait déjà de la flotte jusqu'en haut des machines, quoi. C'est vrai, d'ailleurs, ça fait un peu Titanic. Enfin, on espère qu'on aura plus de monde sauvé, mais comme phénomène, vous voyez, de l'invincible. C'est pour ça que ça marchait tellement, d'ailleurs, son film. C'est l'Occident qui se regardait lui-même pendant 3 heures. En se disant que finalement, l'amour était la seule chose qu'on pouvait vivre sur un Titanic en train de couler, ce qui n'est sans doute pas faux. Enfin, ça ne suffit pas à consoler quand même. Alors, la deuxième chose, c'est le plus sereinement, hein, après avoir vu ce qui oblige à l'urgence de la réflexion, quand on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on vient de vivre? On vient de vivre un énorme déplacement politique. Jusque-là, on a vécu, jusque dans les années 60, on va dire, un équilibre entre une double strate politique. Une strate qui était la strate non seulement de la majorité des citoyens, mais qui façonnait la quasi-unanimité des citoyens, qui est la strate rurale, vous voyez, qui est ce que j'appelle moi la société traditionnelle, qui est un lieu de formation morale pas très élaboré, primaire, brutal, type répression-récompense, d'accord, avec des principes un peu bornasses qu'on applique de manière matérielle, d'accord. Le type, il a trompé ma femme, je le tue, vous voyez, enfin des choses simples, quoi, vous voyez, acte, vengeance, des trucs simples, œil pour œil, dent pour dent, les 10 commandements, enfin faites simple, et normalement à 10 ans, vous avez imprimé. Vous voyez, la loi de Mosaïque d'ailleurs, les 10 commandements, plus la charia, quoi.
qui est quand même un peu pire, mais en gros. Oui, enfin, vous lapidez, d'accord, mais ça vaut mieux que de lui flanquer une fourche dans les reins, donc, ou qu'il ait un accident de chasse. Et donc vous dites, ça on a vécu là-dedans. Je veux dire, un village, c'était un lieu d'auto-flicage des uns par les autres quand même, globalement, tout le monde le sait, d'accord ? Voilà, dans lequel on était dans une espèce de stabilité durable, pas très élaborée. Vous voyez, on essaie de tenter un espèce de juste équilibre entre l'ouverture et la régression, quoi. Pas trop évoluer, pas trop régresser. Et finalement, ça c'est la strate de fond, avec une religion, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, je me contrefiche de la religion, qui en gros cautionne la punition morale et la récompense morale, non ? Et pour dire qu'en gros, il faut que tout le monde se résigne à prendre sa vie comme elle est, parce que de toute façon, ou bien il faut beaucoup en baver pour additionner des points pour, dans la vie suivante et dans une vie meilleure, ou bien pour avoir le ciel. Donc dans les deux cas, c'est le même truc. On te justifie la stabilité non évolutive. C'est assez, et qu'en plus, comme tout le monde doit se battre, parce que sinon tu ne survis pas, ça profile pas mal l'existence, et ça la simplifie. Et ça fait un mode d'organisation sociale transnational, planétaire, qui est à peu près le même, quand on l'observe, de moins 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1950 pour la France, 2008 pour la majorité du monde. C'est en 2008 que la majorité de la population mondiale est devenue post-rurale, enfin urbaine donc. Voilà, ça donne une vie qui est pas très heureuse, mais qui est une vie fondamentale dans laquelle surtout vous avez une formation commune intense. Vous voyez ? Alors vous rajoutez là-dessus une petite strate Jules Ferry. C'est-à-dire que quand même, on ouvre les gens, ils sont toujours gaufrés dans le truc là, moral. Mais on leur ouvre l'esprit. Ça c'est bien. Du coup, ça permet d'ailleurs à certains esprits brillants, comme Camus par exemple, d'émerger, de donner. Et la gigantesque l'âge d'or culturel de l'entre-deux-guerres mondiales jusqu'en 80, ou même on va dire du début du XXe siècle, des années 20 jusqu'aux années 80, cette espèce d'âge d'or culturel, qui est un âge d'or intellectuel à tous les plans de vue, qui est absolument admirable, il est lié à ça aussi, à Jules Ferry, si vous voulez, à la possibilité que quelqu'un qui est dans cette espèce de lot commun survie rurale, quoi, émerge. Et vous avez alors un deuxième niveau qu'on a inventé en 1789, qui est la République. Parce que, en gros, le royaume, c'est quoi ? C'est la tribu en élargie, pour faire court. J'exagère un peu, parce que c'est pas vrai, Louis XIV était déjà l'organisation de l'administration, le code civil de Napoléon, on est déjà dans une organisation collective de type pré-moderne. Mais basiquement, la royauté, c'est quand même un espèce de c'est un méta-chef, ou un méta-père, appelez-le comme vous voulez, c'est assez primitif comme mode d'organisation. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est lui qui condamne à mort ou qui gracie, donc il est comme le bon Dieu, quoi. C'est une espèce d'incarnation du bon Dieu sur la terre, quoi. Ou du principe divin, ou tout ce que vous voudrez, enfin, quelle que soit la religion. Mais on a inventé, à partir de la Révolution française, un idéal politique. En se disant, mais pour faire rêver, quoi. Qu'on est basiquement rural, et donc l'avenir, c'est quand même assez court, mais quand même, on est républicain. D'accord ? Et toutes les utopies de la commune et toutes les catastrophes... toutes les révolutions populaires successives, c'est d'avoir cru qu'effectivement, ce mythe ou cet idéal était possible pour tout le monde, ce qui était évidemment parfaitement faux. Il n'était pas possible pour tout le monde, il était possible pour l'élite qui l'avait conçu, le mythe. D'accord ? Les autres, ils fermaient leur bouche, pour être clair, et puis de toute façon, c'était la base, point barre. Voilà. Et la tentative d'ailleurs de mettre en œuvre la vraie accession de la base, c'est-à-dire du peuple, à cet idéal démocratique, il y a la forme soviétique, il y a la forme chinoise, la commune ou le trotskisme, ça n'a pas marché. Et nous, le meilleur, c'est qu'on a l'illusion qu'on y ait réussi. C'est quand même excellent, je trouve ça. Parce que c'est quand même le sentiment profond qu'on a. C'est qu'enfin, la démocratie pour tous existe et nous sommes enfin les citoyens que nos arrière-grands-parents, paysans et ouvriers, ont rêvé atteindre un jour. Donc nous avons réussi la révolution que le communisme a ratée. C'est ça. Société sans classe de gens parfaitement égaux définis par leur rapport au travail. C'est la définition de la société marxiste. Et donc, alors, c'était censé marcher. Le problème, c'est que la ruralité a disparu, enfin, cette formation de base, et elle a été remplacée par le monde dont je viens de vous parler, de vous dire que nous avons du mal à le maîtriser. Et puis, l'idéal démocratique tel qu'il a été conçu par Rousseau notamment, et puis, ou Tocqueville, comme vous voulez, qui a essaimé de par le monde, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ce modèle à l'occidental avec quelques variantes
y compris la Chine qui pense faire de la démocratie totalitaire, mais voilà. Mais c'est la République démocratique quand même. Hein. Et donc, on voit bien que ça pose deux questions. D'abord, nous sommes désormais dans une société qui peut se définir socialement par l'individualisme de masse. C'est-à-dire une combinaison parfaite entre le collectivisme et l'individualisme. Nous sommes clairement dans le collectivisme. Quand vous entrez dans un hypermarché, vous n'avez pas de doute sur la question. Vous n'êtes qu'une unité infime, d'accord, et vous êtes traité comme tout le monde. Et si on fait semblant de vous traiter comme un autre, c'est pour mieux vous traiter comme tout le monde le sait. D'accord. On vous vend la voiture avec les options, mais c'est la même voiture que pour tous les autres. Donc tout le génie d'ailleurs, c'est de vous faire croire qu'en fait, vous êtes de vous faire croire que vous êtes différent, alors qu'on vous traite exactement comme semblable. Donc on est dans du collectivisme économique. La société de consommation, qui est une consommation de masse, est par définition collectivisme. Les définitions même économiques de la consommation de masse montrent que la condition sociale de la consommation de masse, c'est le collectivisme. Dans l'illusion de l'individualisme, c'est ça la meilleure. Enfin, plus réellement, pardon. Dans l'illusion de la dignité et de la singularité de la personne. D'accord ? Et par derrière, la prédation individualiste narcissique, pour être clair aussi. Vous voyez, donc c'est quand même assez subtil. C'est-à-dire qu'on me dit, t'es un mec génial, t'es une femme unique au monde, t'as toutes les vertus, t'as toutes les qualités, en fait, t'es une demi-divinité, quoi. Vas-y, achète comme n'importe qui d'autre, parce qu'on n'en a rien à faire de toi. Mais alors, rien à faire du tout. Et en plus, si possible, fais-le dans un acte complètement inconscient, le plus régressé possible, comme ça, tu sais même pas ce que tu fais, tu pourras recommencer le plus vite possible. D'accord ? Et en gros, c'est ça qu'on cherche à obtenir de vous, ou de nous. Et ça marche. Parce que sinon, il faut tout boycotter. Voilà, et donc ça c'est la première question. La deuxième, c'est que ça oblige, et c'est ça qui m'intéresse, à prendre conscience de nos mythes fondateurs dans leur vraisemblance fondamentalement mensongère, originelle. Alors, pour moi, il y en a trois. Le premier mythe originel, sur lequel est fondé, vous voyez, ces idéaux sur lesquels que nous avons tenté de poursuivre. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que, je ne parle pas des idéaux au sens spirituel du terme. Dire oui, les idéaux de l'Occident, c'est le respect de la personne humaine, enfin, c'est la déclaration des droits de l'homme, c'est la démocratie au sens profond du terme, c'est la liberté éclairée et la conscience ouverte à la différence, à l'altérité. Tout ça, on peut faire tous les baratins de la terre qu'on veut. Ça, c'est de l'aspiration secrète. Moi, je vous parle des idéaux politiques. D'accord ? Je vous parle de ce qui fonctionne. Je ne parle pas de ce à quoi j'aspire alors que je fais l'inverse. D'accord ? Quand j'entre dans un hypermarché, je peux tout à fait... Enfin, j'espère, en tout cas, moi, quand je rentre dans un hypermarché, avoir un souci de la grandeur de l'évangile, du respect d'autrui, de la compassion, de la dignité de la personne, de la frugalité de l'existence, d'accord. N'empêche que je vais aller contribuer directement à l'inverse, non ? Enfin, moi, je ne suis pas dupe, en tout cas. Donc, je vais faire exactement l'inverse de ce à quoi je crois. Alors, on va dire, oui, mais tu n'as pas le choix. C'est vrai, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, parce que je suis d'un ordre mendiant et que je peux pas, je ne suis pas d'un monastère qui peut cultiver ses propres ressources et vivre en autarcie. Ce n'est pas le mode d'existence que ni l'Esprit Saint ni la Sainte Église ne nous a proposé, enfin nous, notre communauté. Et donc concrètement, donc vous voyez, je ne parle pas de ce à quoi nous aspirons, parce que je pense que l'occidental, on y reviendra, aspire aujourd'hui toujours et de manière très belle, et de manière plus profonde, et de manière plus urgente et plus douloureuse, à des choses très, non seulement belles, mais même sages. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ce à quoi j'aspire. Je parle des idéaux régulateurs, c'est-à-dire des représentations collectives qui gouvernent nos manières de faire. Hein, c'est ça, je suis brutal, parce que ma question, elle est politique, elle n'est pas qu'est-ce que tu rêves toi, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement, c'est quoi les représentations qui gouvernent tes actes collectifs. Et là, il me semble que, donc premier mythe fondateur, à mon avis, fondamentalement erroné, c'est de considérer que c'est la raison scientifique qui est désormais la connaissance universelle qui va nous permettre de mettre en œuvre la vie sociale. La raison scientifique. Aujourd'hui, le seul langage universel politiquement utilisé, c'est la science. Le seul outil dont on considère qu'il est fiable et universellement reconnu, c'est la science. La seule chose véritablement sérieuse qu'on estime qu'on puisse nous dire sur nous-mêmes, c'est des choses scientifiques. Le reste, c'est de la poésie. Ça, c'est une erreur anthropologique, stratégique, radicale. Pourquoi ? Parce que la science, elle est fondamentalement matérialiste. La science est incapable de me dire quoi que ce soit de la vie. La science est incapable de me dire quoi que ce soit de l'humain. La science n'est capable de me dire que le fonctionnement des mécanismes vivants et humains réduit à leur dimension matérielle.
enfin, pardon de faire un peu d'épistémologie, hein. Tout scientifique honnête aujourd'hui sait qu'il est incapable de me dire ce que sont les choses, et il est incapable de proposer quelque chose de pertinent sur ce que c'est que le vivant et l'humain. Et même d'ailleurs, s'il est honnête, il n'est même pas capable de me proposer quelque chose d'absolument pertinent sur la matière. Parce que les théories fondamentales de la matière ne sont pas combinables. On ne peut pas expliquer que les hypothèses corpusculaires et les hypothèses ondulatoires et la théorie de la relativité généralisée d'Einstein puissent se synthétiser en une représentation homogène. Je pardon de faire court, mais voilà. Pour dire qu'on ne sait même pas réellement ce que c'est que la matière. Voilà. Or, le problème, c'est que je ne peux pas vivre sans m'appuyer un peu sur la compréhension des choses. Pas que simplement comment elles marchent, mais ce qu'elles sont. Enfin, je ne peux pas vivre ma vie sans un peu savoir qui je suis et ce que je pourrais choisir qui donne un sens, qui fasse sens. Non. Et dire qu'au fond, il faut désormais se résigner à ce qu'il n'y a pas de réponse à cette question et que chacun doit inventer la réponse, il faut pouvoir démontrer que c'est la seule solution. Et aujourd'hui, les seules démonstrations, c'est celles d'Auguste Comte ou celles de Sigmund Freud, et elles ne sont pas valables scientifiquement. Je parle de la philosophie, là. Elles ne tiennent pas rationnellement. De la manière que la religion comme opium du peuple, ça ne tient pas. N'importe quelle personne honnête aujourd'hui, n'importe quel universitaire honnête, qui pratique un peu la pensée de manière non scientifique, c'est-à-dire de manière d'une rationalité humaine, hein, que ce soit dans la manière de gouverner les hommes, ou que ce soit donc tout simplement qui développe une pensée philosophique, c'est-à-dire une sagesse qui soit en parallèle de la science, mais qui n'est pas subalternée à la science. Ben voilà, c'est très bien qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement qu'il n'y a que la pensée scientifique qui est capable de dire quelque chose des choses. Et que le reste, c'est de la poésie délirante, pour parler court. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Et donc, il me semble que nous sommes clairement dans le moment où la subalternation des représentations politiques aux outils scientifiques a atteint le terme de sa pertinence. Alors, on va dire, mais on fait quoi maintenant ? Ben déjà, on s'aperçoit, on reconnaît que ça ne marche pas. Je ne peux pas gérer une société sur la base de représentations matérialistes de ces individus. C'est assez simple à comprendre, non ? Alors c'est très étonnant parce que, du coup, la déclaration des droits de l'homme elle-même apparaît comme une poésie collective. Les Chinois n'ont pas de problème pour réciter cette poésie occidentale. Mais ils ont une manière de la mettre en œuvre qui n'est pas tout à fait la nôtre. C'est incantatoire, les droits de l'homme. La dignité de la personne. Ça vient d'où, ça ? La science me parle de dignité complètement incapable. Pourquoi il y aurait une dignité de la personne ? Pourquoi je ne pourrais pas écraser les personnes comme les moustiques ? Pour aucune raison scientifique. Pour quelle raison ? Scientifiquement, je ne vois pas pourquoi vous respecteriez votre voisin. Scientifiquement, je ne vois pas pourquoi vous feriez confiance à quelqu'un. Scientifiquement, d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi vous prétendriez être quelqu'un. D'accord ? Et donc, concrètement, la vie humaine, tout simplement, individuelle et collective, ne peut pas reposer sur la seule connaissance scientifique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore de consensus, et même de propositions, sensées, capables de proposer un complément ou une alternative à cette pensée scientifique. Et nous sommes paradoxalement, d'ailleurs, alors, vous savez, ce qu'on apprend à Sciences Po ou à l'ENA, d'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'on développe ce qu'on appelle les idées politiques. Alors, c'est très marrant, les idées politiques, parce que les idées politiques, c'est des représentations qu'on ne justifie pas, si ce n'est dans certains cas par leur efficacité historique, que comme tel on ne justifie pas, mais qu'on appuie par des chiffres. C'est très étonnant quand vous êtes là-bas. Vous voyez, donc, pourquoi est-ce que le modèle, enfin, le fonctionnement démocratique d'un pays comme le nôtre, en quoi est-ce qu'il correspondrait réellement à ce qui est bon pour nous ? Parce que si on change, ça fait pire. C'est le seul argument qu'on a. C'est un peu faible quand même. En plus, on ne l'a pas essayé de le changer, donc on n'en sait rien si ça fait pire. Oui, mais dans les pays à côté où il est différent de nôtres, on peut voir que c'est pire, c'est pas sûr. Il n'est pas du tout évident que les Chinois ou que les pays arabes envient réellement le mode démocratique qui est le nôtre. Qu'ils envient la démocratie, je le pense, mais pas nécessairement la nôtre. Voilà, donc là, il y a un premier problème, c'est que je ne peux pas réduire, je ne peux pas fonder une vie sociale simplement sur ce que je mesure, sur ce que je maîtrise, ou même, je dirais, je ne peux pas faire reposer une vie sociale simplement sur des représentations vraisemblables, c'est-à-dire sur des contes, mais vraisemblables, sur des histoires qui paraissent vraies, sur des romans comme si on y était. D'accord ?
je dis ça parce que je suis très frappé dès qu'il s'agit, je vous dis, de réfléchir, de raisonner, d'inventer des lois, de mettre en œuvre des modèles d'organisation sociale, de mettre en œuvre n'importe quel processus dans la vie collective, que ce soit dans une grosse entreprise ou dans une collectivité locale. Eh bien, regardez la manière dont la science apparaît de manière parfaitement, comment vous dire ça, pas fictive, parce que bien sûr que pour vérifier que le type n'est pas totalement délirant, il faut qu'il donne des chiffres. Mais c'est pas vrai en plus. On peut être totalement délirant tout en étant dans des chiffres stables. Je suis désolé, mais la rationalisation, moi je lisais là la manière dont la rigueur administrative de l'organisation des Khmers rouges au moment de l'élimination de 2 millions de personnes et l'organisation des camps de concentration étaient des choses parfaitement scientifiques et rationnelles. Elles n'ont absolument pas préservé du pire. Donc, vous voyez, je veux dire, ça ne veut rien dire. La raison ne me préserve pas du pire. Ce n'est pas vrai. Voilà, donc là, il y a une première question. Par quoi je la remplace, la raison scientifique? Le deuxième mythe fondateur, c'est celui du libéralisme. C'est de prétendre que finalement, la concurrence des égoïsmes finit par donner la solidarité collective. Je fais court, hein. Et qu'en gros, le rôle de la vie sociale, c'est d'accompagner la concurrence des égoïsmes. Et donc des intérêts particuliers. Et donc, il ne faut pas rêver, c'est pragmatique. Donc il faut considérer les humains comme des animaux qui ne cherchent que leur propre intérêt, centrés sur eux-mêmes, qui donc, sauf s'ils ont intérêt, ne s'intéressent pas à autrui. Voilà, et que finalement, les gens qui sont apparemment généreux, c'est simplement ceux qui trouvent de l'intérêt dans leur représentation mentale, vous voyez, parce qu'ils ont correspondu à la morale du sacrifice qu'on leur a donné dans la tête, mais juste ils se font plaisir, quoi. Le type qui meurt martyr, là, c'est juste parce qu'il fait plaisir à sa représentation. Comme on lui a expliqué que le sommet dans sa vie, c'est de faire ça, il le fait, donc il est content de le faire d'ailleurs. Il souffre un peu physiquement, mais c'est pas grave, la représentation qu'il a lui permet de dépasser la souffrance, comme tout le monde sait. Ça prouve qu'on n'y a pas été, si vous voulez, parce que les gens qui y sont, ils disent plus tout à fait la même chose, hein. Relisez le témoignage d'Isaac Jogues après avoir été ébouillanté en guise de caricature du baptême par de l'eau bouillante dans une marmite par les Indiens d'Amérique du Nord et d'en réchapper. Il vous expliquera qu'il n'avait pas l'air très heureux, non? Il explique il doutait même de l'existence de Dieu dans ce moment-là. Donc ça ne lui a pas suffi, parce que d'habitude les martyrs ne reviennent pas, hein. Ils sont morts, quoi. Donc on peut toujours dire qu'évidemment ils ont fait ça par adhésion à leur représentation. Là, il peut raconter à quel point il a trouvé ça absolument horrible. C'est un prêtre du Canada du XVIIe siècle, je crois. Isaac Jogues. On a rarement la description de martyrs qui vous disent que c'est horrible. Enfin, si on avait la terreur de Jeanne devant le fait de mourir brûlée. On a Saint Polycarpe qui lui disait « Je suis capable de tenir tout seul, vous n'avez pas besoin de m'attacher les mains », qui a brûlé, il mourait brûlé aussi. Mais bon, c'est vieux. Jeanne, elle avait la trouille. Elle aurait bien aimé éviter, d'ailleurs, elle a commencé par signer un papier pour éviter ça. Voilà, donc c'est pour dire que la vie humaine ne peut reposer que sur que la vie sociale, doit reposer de manière rigoureuse sur la raison scientifique. 2, que finalement, il faut pragmatiquement la réduire à la possibilité de gérer la combinaison des égoïsmes individuels. C'est indémontrable. C'est un pari fait sur une représentation, de nouveau, la deuxième comme la première, matérialiste de l'existence. Souvenez-vous ce film d'Alain Resnais, vous savez, qui reposait sur les études, je crois, de Laborie, qui comparait les comportements des souris au comportement humain. Hein? Ça s'appelait comment? Voilà, exactement, Mon oncle d'Amérique. C'est la grande époque de l'éthologie et de Konrad Lorenz. Le troisième grand mythe fondateur, c'est le rousseauisme, qui est au fond de considérer que, en déléguant à la volonté collective la gestion de mon existence, je vais réussir, tout en restant parfaitement égoïste, à avoir un retour sur investissement supplémentaire à une vie solitaire. Je suis très sérieux. C'est ça le pari rousseauiste. Il n'y a aucune générosité envers autrui, il y a un calcul. C'est un pari calcul, le contrat social. Et c'est celui auquel nous adhérons chaque fois que nous pensons que les impôts sont une bonne manière, en gros, d'être le cœur de la solidarité sociale. Non pas que les impôts ne soient pas utiles, mais ce n'est absolument pas le cœur de la solidarité sociale, parce que les impôts, ils sont anonymes. Ils sont fondamentalement anonymes. C'est un mode de répartition matériel. D'accord ?
ça n'engage pas nécessairement, une fois que je l'ai décrété comme loi obligatoire, un quelconque sentiment de solidarité et un quelconque choix de solidarité. Ça consiste simplement à obéir à la loi sous peine de punition, c'est tout. Et donc là aussi il y a un problème, parce que chez Rousseau, la relation à autrui est évitée par le contrat social. Si j'étais dur, je dirais, il a inventé qu'on soit ensemble pour éviter autrui. Puisque la liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre. C'est la définition inverse de l'altérité. Seul autrui est capable de me sortir de la nécrose de mon ego. D'accord ? Donc ma liberté commence là où autrui me libère de moi-même, bien sûr. Tout le monde sait qu'on commence à être libéré que quand on sort de soi parce qu'autrui nous sort de nous-mêmes. Voilà, et que l'amour ne serait-ce que passionnel est souvent la première expérience de sortie de soi. Mais voilà, donc là c'est le troisième mythe fondateur, là vous allez me dire oui mais il ne reste pas grand-chose. Et donc c'était pas gênant que ces mythes fondateurs soient des espèces d'idéaux auxquels nous rêvions collectivement sur le fond d'une vie rurale très exigeante, vous voyez. Le problème c'est que ça ne peut pas être des modes opératoires, c'est ça que je veux juste vous dire. C'est que c'était bien d'y rêver, mais il ne fallait pas le faire. J'en ai rêvé, mais il ne fallait pas le faire. Parce que le faire, ça ne tient pas. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas anthropologiquement pertinent. Et ça, comment vous dire ça, ça ne repose sur aucune rigueur. Vous voyez, rien ne peut me démontrer qu'il y a quoi que ce soit de vrai là-dedans par rapport à la personne humaine. Alors, ce qui nous a sauvés, c'est d'avoir en parallèle la Déclaration des droits de l'homme, bien sûr. Dans sa version post-Deuxième Guerre mondiale. Et donc on voit bien que cette manière, ce rêve utopique collectif, qui a animé d'ailleurs tous nos militantismes politiques jusque dans les années 80, peut-être 90 pour les plus persévérants, au fond n'était possible que parce qu'il ne constituait pas le cadre de notre existence, mais juste notre rêverie collective. Et le sentiment agréable, finalement, d'aller vers un avenir meilleur et de réaliser de grandes choses. Or, bizarrement, si nous avions réalisé ce qui est soi-disant dans ces idéaux-là, nous serions généreux, solidaires, heureux, équilibrés, justes. Non, tout simplement, parce que c'est ça qui est normalement dans ces idéaux-là. Normalement, si je mets en œuvre, vous voyez, la raison éclairée, doublée de la démocratie active, de l'égalité de tous les individus, plus la Déclaration des droits de l'homme, dans précisément la liberté d'entreprendre, à la fin, ça donne quand même une société merveilleuse, non ? Donc comment ça se fait qu'on soit plutôt dans la régression égoïste que dans la progression vertueuse ? C'est tout bête. C'est QFD. Alors, sur ce fond-là, un peu dur à admettre, je vous l'accorde, puis alors en plus, c'est pas bien barré parce qu'on pourrait dire oui, mais moi j'en ai rien à faire, j'essaie de préserver ma vertu individuelle. Mais comme on est énormément interdépendant, je peux pas la préserver ma vertu individuelle. Même les gens qui étaient un peu vertueux il y a 10 ans, ils le sont moins aujourd'hui souvent. Parce qu'ils sont bombardés de quantité de trucs qui les amoindrissent dans leur capacité vertueuse. Sauf peut-être à la Grande Chartreuse et encore. Parce que dès qu'il y a un jeune qui rentre, il rentre avec les maladies contemporaines, bien sûr. C'est épidémique. Bah oui. Alors, du coup, 1, quelles sont les bases d'un changement qui s'annonce ? 2, quelles sont les clés d'un basculement sans utopie ? Alors, les bases d'un changement qui s'annonce, c'est déjà celles dont parlait Ancionas. C'est-à-dire, on commence à percevoir que finalement, vivre à l'intérieur de ses propres limites, c'est sage et ça pourrait même être heureux. Encore faut-il les accepter. Et nous commençons, tout doucement, lentement, à accepter. Les limites écologiques, on les accepte, on ne veut pas les respecter. Je ne sais pas comment dire ça. Mais accepter qu'effectivement, il vaudrait mieux que je ne tape pas sur mon voisin, ce n'est pas nécessairement y arriver. Enfin, vous voyez, mais déjà, quand vous acceptez que vous êtes alcoolique, qu'il faut arrêter de boire et pas monter en voiture quand vous avez bu, et que vous êtes capable de reconnaître que c'est un vrai problème, vous avez fait un énorme pas. Même si vous recommencez à monter dans votre voiture après avoir trop bu et que vous esquintez une voiture par mois. Je ne sais pas comment dire ça. C'est le premier pas, on va dire, dans la croissance. L'étape d'après, c'est de passer de l'acceptation profonde du fait qu'il y a un problème au moyen par lequel je vais essayer de passer de la non-vertu à la vertu. D'accord ? Nous, on est dans la première phase. On a admis qu'effectivement, il y a un vrai problème écologique planétaire, que nous avons outrepassé les limites de ce qui serait normalement raisonnablement permis. Mais comme nous n'avons pas du tout envie de prendre les moyens de sortir de l'alcoolisme, nous reconnaissons que nous sommes alcoolistes et nous nous resservons.
en remettant la cure à la bouteille suivante. Non? Soyons clairs. On est exactement là-dedans. Arrêter de fumer, c'est pour demain. C'est juste la 20e fois qu'on réessaye. Alors, je ne sais pas quand est le prochain sommet là, écologique, mais... Alors, c'est mieux que rien, parce que c'est sans doute ceux qui ont décidé régulièrement qu'ils allaient arrêter, qui à un moment donné, quand même, sont un peu humiliés de ne pas avoir arrêté, qui finissent par vraiment décider d'arrêter. Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit trop tard, parce que si vous arrêtez le lendemain du jour où le cancer des poumons est déclaré, c'est un problème. Et donc on est dans un... Non mais c'est très concret, on est dans un problème d'addiction matérialiste collective, il faut quand même se le dire quand même honnêtement, non? C'est de l'addiction, non? Je vous dis, si on vous diminue tout le confort matériel, vous n'allez pas bien le prendre. Sans doute moi non plus d'ailleurs. C'est vrai d'ailleurs, le jour où des frères m'ont réclamé ma 206 16 soupape HDI, je ne l'ai pas bien pris pour la remplacer par une splash diesel, c'est quand même... j'ai mis du temps pour digérer le truc. Addiction, sans problème, addiction. Et donc, il y a là, c'est le premier élément. Vous voyez, ce n'est pas le principe de précaution, dont je vous disais qu'il est simplement un principe de retardement, mais il est l'acceptation de la limite et de la nécessité collective de prendre des décisions à l'égard de ce que nous ne pouvons plus nous donner le droit de faire. On le fait aujourd'hui pour l'écologie. Je pense qu'on commence à le faire pour la violence armée, hein, le désarmement. On va commencer à l'envisager là pour le psychisme. Je pense que les dégâts collatéraux de l'usage intensif des médias et d'Internet va finir quand même par... On va commencer à dire oui, il faut peut-être qu'on s'auto-censure, mais comme on n'arrive pas à s'auto-censurer, il va peut-être falloir qu'on prenne des décisions collectives de restriction de l'horreur ou de l'accès à n'importe quoi 24 heures sur 24 à haut débit. On sait qu'il faudrait qu'on le fasse maintenant, mais on y va tout doucement à reculons sur la finance. D'accord ? Voilà, donc on y va tout doucement. Et donc là, moi je dis, prenons-le positivement, c'est énorme. Nous commençons à renoncer à la toute-puissance. On danse d'un pied sur l'autre, hein. on y va à reculons, mais on y va quand même. Voilà. Pour moi, c'est la première base d'un changement, parce que, je vous dis, découvrir que la limite n'est pas simplement... L'acceptation de la limite n'est pas simplement une contrainte, elle est l'espace de la liberté. C'est pas facile ça. Nous avons grandi dans un nietzschéisme idéologique sous-jacent qui nous a fait croire que repousser les limites du possible, c'est un gain en liberté. Mais c'est parfaitement stupide philosophiquement de prétendre ça. C'est tout à fait faux. La liberté, elle consiste à apprendre à user humainement du réel, pas à repousser les possibles. Et donc, j'allais dire, voilà, je pense que là, il y a un commencement de, vous voyez, je sais pas comment dire ça, tout simplement de retour à la sagesse, qui est commune d'ailleurs, elle est aussi bien bouddhiste, stoïcienne, aristotélicienne, platonicienne, enfin en gros, toutes les sagesses communes vous disent ça, c'est que la liberté, elle commence. D'ailleurs, on vous dit même normalement que l'âge adulte, c'est ce qu'on appelle normalement l'intériorisation de la loi, non ? C'est l'acceptation de la limite comme espace de la liberté. Donc vraiment, ça fait partie de la structuration de l'individu. Et c'est très bizarre que nous, qui avons plus de 40 ans, qui sommes censés avoir intériorisé la loi, même si les abominables pauvres petits jeunes ne l'ont pas intériorisé, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait vrai. Et si nous, la manière de l'intérioriser, c'est plutôt d'avoir eu dans la peau par dressage, mais bon, je passe sur le sujet. Mais en gros, on est censé l'avoir intériorisé, mais c'est bizarre qu'on se permette collectivement en fait, de la transgresser parfaitement, la loi, tout en se donnant le sentiment de la respecter individuellement. Ben, c'est juste délirant. Là aussi, un hypermarché est pour moi la démonstration. C'est de l'incontinence à haut niveau collectif, non ? C'est de la débauche collective. C'est la grande bouffe. C'est pas autre chose d'un hypermarché. C'est la grande bouffe. Mais, nous, c'est dans la loi, qui maintenant permet d'ouvrir même le dimanche. Enfin, bientôt. Ça, c'est la première. Le deuxième élément, c'est qu'il y a, et c'est encore, ça va dans le même sens, mais c'est plein d'espérance, parce que vous avez compris que ce que je vous dis là, c'est plein d'espérance, c'est le retour au réel. C'est de s'apercevoir qu'au fond, dans la représentation, on risque toujours de se planter. L'exemple même, c'est le Titanic. Dans la représentation, il était insubmersible, le truc. Dans le réel, il n'était pas du tout insubmersible. C'était Achille, quoi, et son talon. Ou Siegfried. Et donc, concrètement, de s'apercevoir que, du coup, pour ne pas faire d'erreurs renouvelées, enfin, c'est la finance aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'est tous plantés, tous les gens censés se sont plantés normalement en 2008 ? C'est à cause des représentations collectives.
Parce que moi, je le donne souvent cet exemple, mais n'importe quelle personne sensée qui n'a pas fait d'études scientifiques, économiques trop poussées sur les dérivés de crédit, vous voyez, qui n'a pas dépassé un certain niveau, il comprend facilement que les gens auxquels on donne une maison en leur expliquant qu'ils n'ont pas besoin de l'acheter parce que la croissance de la valeur hypothécaire de la maison va permettre de la payer, et qu'après ça on leur donne une voiture et un garage avec une voiture toute neuve et qu'on leur dit qu'ils n'ont pas besoin de la payer non plus parce que ça va être la même chose sur la voiture et le garage, et qu'ils ont tout ça baigne dans l'huile, quelqu'un de sensé vous dit il y a un truc louche quelque part. Non. Il vous dit c'est bizarre quand même ça. Tu me donnes une maison, tu me dis je ne la paye pas, j'ai rien à faire, elle se paye toute seule la maison là. Et c'est la même chose sur la voiture que tu me donnes. Toi, tu es en train de m'avoir. Quelque part, c'est pas normal. Et avant 2008, on vous disait, mais c'est parfaitement normal. C'est juste un abruti qui n'a pas compris l'économie. Voilà. Représentation collective. Et donc, là, on est désormais dans le fait que de retourner à l'expérience basique des choses et des êtres, peut-être que ça pourrait être un lieu de réinitialisation de l'intelligence collective et personnelle. Donc c'est là retour à la nature, au bon sens du terme, vous voyez, au fait que finalement les réalités physiques, quand elles ne sont pas manipulées immédiatement par l'homme, ont une cohérence qui est intéressante. C'est le retour au corps, de toutes les médecines parallèles. C'est parce qu'au fond, peut-être que le respect de cette réalité naturelle, fondamentale, qui s'appelle le corps humain, pourrait conduire peut-être à une certaine sagesse, d'accord, et pas simplement son exploitation esthético-efficace. Voilà. Et donc le fait que la question de la santé soit centrale, c'est pas bête non plus. Si elle est traitée, vous voyez, encore une fois, si elle n'est pas récupérée par les modèles scientifiques et les modèles consuméristes, voilà. Et l'utilisation prédatrice du malaise pour vendre encore plein de choses. Et puis je pense qu'on revient, alors moi je pense beaucoup aux jeunes couples qui ont 35 ans et moins, dans leur tentative d'éduquer leurs enfants, qui sont dans de l'expérimental prototype 24 heures sur 24, qui ont compris que même si on a Laurence Pernoud, 50e édition, j'éduque mon enfant pour vérifier qu'on est bien dans les clous, globalement on a compris qu'il faut improviser, c'est-à-dire qu'en gros, il faut demander à ses amis, il faut demander à ses parents, s'ils ne sont pas trop casse-pieds et qu'ils ne vous font pas la morale, et puis il faut faire ce qu'on appelle du benchmarking, ça faut essayer de comparer les trucs, puis s'en sortir quoi. Et qu'on a bien compris maintenant que ce n'est pas parce que le premier on s'en sort à peu près qu'on va réussir le second, enfin voilà. Et donc on est aussi dans ce que j'appellerais un retour au réel de la relation. Intéressant ça. Au réel de la relation humaine. C'est que finalement ça s'apprend sans cesse. Et que finalement je ne peux pas dire qu'à 40 ans ou même à 70 ans je sais faire avec l'autre. On est aujourd'hui à l'âge zéro de la relation homme-femme, ce que je trouve bien parce qu'on était plutôt à l'âge moins 10 ou moins 50. D'accord, on est arrivé maintenant à l'âge zéro. C'est-à-dire qu'en gros maintenant on sait qu'on ne sait pas, c'est une bonne nouvelle. Donc on est en train d'accepter qu'il va falloir apprendre et que ce n'est pas les quotas, les discours féministes ou les discours néo-masculinistes qui vont nous en sortir. Finalement, c'est pas mal ça. Donc ce que souhaitait, petite parenthèse de l'histoire de la philosophie, la phénoménologie et l'existentialisme qui avait comme mot d'ordre retour au réel, de manière d'ailleurs pas tout à fait réaliste, mais ça c'est un commentaire, finalement on est en train de le faire. Alors on ne sait pas qu'on est en train de faire de la phénoménologie et de l'existentialisme, mais on est en train de le faire. Mais quand on en a les moyens, c'est-à-dire on a compris que c'était important, 2, on nous a encouragé à le faire, 3, il y en a d'autres qui sont prêts à le faire avec nous parce que ça nous fait quand même la trouille. Voilà. Puis 4, il faut aussi pas être dans une espèce de pression économique et de faible autonomie culturelle pour ne pas pouvoir prendre de recul. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont plus de recul. Qui sont uniquement dans l'interaction, qui sont simplement des zombies de l'interaction, soyons clairs. Et donc ça, je trouve ça extraordinairement positif, le fait qu'on y vienne. Alors est-ce qu'on y vient suffisamment vite? J'en sais rien. Mais on y vient, c'est déjà pas mal. Troisièmement, ce que j'appellerais l'interdépendance et la solidarité consentie. On est passé donc de la solidarité rurale obligée, doublée de la solidarité républicaine généreuse, ou chrétienne généreuse, d'accord, à autre chose là. C'est qu'en fait, on est de plus en plus clair qu'on ne va pas s'en sortir tout à fait les uns sans les autres, et que du coup, il va falloir qu'on consente à l'interdépendance, pas juste qu'on la subisse. Le monde rural la subit souvent, l'interdépendance, et elle essaye d'aménager l'obligation à l'interdépendance. Nous, on entrevoit que ça ne va pas marcher comme ça. C'est l'Europe, je fais que vous décrire l'Europe. L'obligation à l'interdépendance, ça ne va pas le faire, comme disent les jeunes. L'interdépendance par générosité, ne rêvons pas.
On l'avait vu à propos de la Grèce, laisse tomber. C'est qu'une fois qu'on a compris que de toute façon, on n'avait plus le choix, qu'on l'a fait. Et donc, par contre, ce qui nous reste, c'est l'interdépendance obligée, consentie. D'accord ? Mais consentie. C'est-à-dire que je ne me contente pas de subir l'obligation. Je la devance. Et en gros, on est là. Est-ce qu'on va le faire ? Je ne sais rien. Et donc ça, c'est un énorme pas. Et là, le modèle européen, je pense qu'il faut avoir les yeux braqués sur ce laboratoire politique-là. Le pas qu'on va faire là, il est capital. D'ailleurs, si on ne le fait pas, on va disparaître. D'accord ? Tout simplement. Enfin, on va végéter, puis économiquement, être dans un état de subalternation, en état de malaise social aigu, donc on ne vivra plus que par l'immigration. Alors peut-être qu'on fera comme aux États-Unis, ça sera tout d'un coup la majorité hispanique, qui ne sera peut-être pas d'ailleurs tout à fait hispanique, fera basculer, qui fait que la culture basculera rapidement, mais là, elle sera plutôt chinoise et islamique. Ou asiatique et islamique. Oui, islamique, parce que c'est ça le fond, le vecteur de colonisation actif, il est en partie là. Ou africain, ce qui est encore une troisième réalité. Et donc là, il y a une vraie question. Non pas qu'il ne faut pas d'ailleurs qu'on soit pas ces trois choses, hein, mais le tout, c'est qu'il faudrait qu'on le soit de manière précisément consentie et intégrée et pas de manière subie et régressive. Et puis la quatrième chose, c'est, et là on y va aussi, progressivement, j'ai fait un topo là récemment au personnel, enfin aux responsables des ressources humaines du Parlement et du gouvernement européen. Et ça m'a beaucoup frappé, parce que je leur ai parlé de cette dernière chose, qui est au fond l'acceptation de la fragilité de tous les niveaux d'institutions et des destinées collectives. Et je pense qu'il y a 5 ans, ils ne m'auraient pas entendu, ils n'auraient pas compris de quoi je parlais. Pour aujourd'hui, c'est une évidence. Effectivement, admettre qu'il y a une extraordinaire fragilité de l'Europe. Parce qu'il y a une fragilité des destinées collectives. Et qu'au fond, l'humanité, c'est une humanité de braves gens qui font ce qu'ils peuvent. C'est pas une humanité qui n'a pas de génie en politique. Oui, le génie politique n'est qu'un homme qu'on a imaginé providentiel à un moment de l'histoire où ça collait bien. Enfin, j'exagère un peu. Hein. Il y a eu quelques génies politiques. Mais finalement, très peu. Très peu. Ensuite, donc ça c'est le constat de ce qui me semble, moi, les bases d'un changement qui s'amorce. Ensuite, il y a les clés pour que ce changement se transforme en basculement, se cristallise véritablement en changement en profondeur. Et pas simplement, parce que les 4 choses que je vous ai dites, elles pourraient exister les unes sans se coordonner aux autres, et puis, vous voyez, ne pas donner lieu véritablement à un choix collectif de vie sociale nouveau. Parce qu'on peut essayer de les combiner, ce que je viens de vous dire, avec le monde dans lequel on est, sans vraiment changer. En étant un peu bâtard et schizophrène, mais on peut. Par exemple, je ne sais pas trop quoi, on mange bio chez le petit commerçant le week-end quand on est dans sa maison côté sud. Et on remange, vous voyez, supermarché en semaine, par exemple. On a une 4x4, si vous voulez, mais écologique. Électrique. Donc écologique, bien sûr. C'est un gros 4x4 Cayenne, mais il est écologique, électrique. Enfin, plein de trucs comme ça, vous voyez, qu'on s'invente, qui est entre l'hypocrisie, la schizophrénie et la bâtardise, quoi. Non, mais on est prêt à toutes les négociations pour ne pas lâcher notre beefsteak, hein, faut bien mettre clair. Soyons clairs, ça fait des millénaires qu'on ne lâche pas, je ne vois pas pourquoi on le lâchera maintenant. Hein. Voilà. Et donc, les clés, c'est quoi ? L'acceptation du réalisme de la précarité. L'acceptation sereine du réalisme de la précarité. Je pense que c'est la première clé, c'est d'aller un peu plus loin, d'admettre que désormais nous entrons dans une phase précaire. Pas juste fragile, précaire. Que la précarité, ce n'est pas la fin du monde. La précarité, c'est un moment où précisément, si on accepte l'interdépendance, la solidarité et l'humilité de bien écouter le réel, dans lequel il peut positivement se passer des choses qui ne se passent dans aucun autre type de situation. Hein, la précarité, c'est le moment du bifurquement, de la bifurcation. Vers la régression individualiste où tout le monde s'enterre et attend que les bombes tombent sur le voisin, ou l'inverse, et tout le monde le sait. Dans toutes les situations effroyables de guerre ou de catastrophe, vous avez les deux. La régression qui fait qu'à la fin tout le monde meurt, ou presque, quelques rescapés, ou l'inverse, la solidarité inventive qui fait que voilà, un nombre extraordinaire de gens sont sauvés par rapport à ce qu'aurait donné la régression planquée, quoi. Et donc je pense que c'est la première clé. Alors c'est pas facile, hein.
fait beaucoup. Parce que l'acceptation sereine de la réalité précaire, du réalisme de la précarité, pardon, c'est pas cool. Ouais. Pourtant, les jeunes se shootent à l'adrénaline en faisant plein de sports à risque. Ce qu'il faut leur annoncer qu'on a un truc qui est mieux, c'est la vie. On a un truc où tu as de l'adrénaline à risque 24 heures sur 24, là, c'est l'existence maintenant. Sauf que pour que ça n'ait pas d'effet psychique secondaire négatif, il faut la vivre ensemble. Donc nous vivons une époque terrible, mais aussi extraordinaire, dans laquelle la possibilité du pire et du meilleur se conjugue à chaque minute. Et c'est assez beau, je trouve. Ça correspond finalement assez bien à ce qu'est profondément la grandeur et le risque de la personne humaine. Deuxième clé, c'est l'apprentissage de la confiance interpersonnelle dans l'expérience du bien. C'est-à-dire, au fond, découvrir qu'il y a une loi fondamentale de la vie humaine qui est celle de la confiance sur la base de l'expérience de la bonté d'autrui. Je reprends cette expression que je viens d'entendre là dans un livre CD aussi de Alexandre Jolien, qui utilise une expression qui vient d'un bouddhiste, je n'ai pas retenu le nom, que je trouve extrêmement belle cette expression. Il dit l'important pour moi, ce sont les amis dans le bien. On a un fondateur, le père Philippe, qui est un dominicain, qui utilisait l'expression d'amour d'amitié qu'il avait pris chez saint Thomas, Amor Amici Tissier. Mais je trouve que cette expression est encore plus belle. Un ami dans le bien. C'est-à-dire un ami, non seulement qui a un bien pour moi, mais un ami qui est gardien du bien pour moi. Un ami qui a le sens du bien et qui m'aidera à faire grandir le sens du bien. Donc de la communicabilité de la dignité humaine. Ouais, parce que le bien, c'est ça, c'est juste de s'aider les uns les autres à être, comment on dit ça, heureux et humain et heureux. C'est-à-dire, comprenant qui nous sommes et le mettant au service d'autrui dans la joie de ce que ça permet de la découverte de l'autre. Enfin, dans l'émerveillement de la découverte réciproque. C'est ça l'amitié. Et donc je pense que découvrir à quel point cette expérience est fondamentalement la seule qui peut contrebalancer l'extraordinaire acuité de notre lucidité scientifique et même de notre lucidité critique. Trop de lucidité, ça rend désespéré. La seule chose qui permet que la lucidité soit au service de l'espérance, c'est l'expérience d'aimer ou l'expérience du bien. D'accord ? Parce que, comment vous dire ça ? Je ne sais pas comment le dire, mais seul le bien corrige le vertige de la connaissance. La gnose a montré aujourd'hui qu'elle était impuissante. Nous sommes des surgnostiques et nous n'arrivons pas à construire un monde dans lequel on soit heureux. Ce qui montre bien que le bonheur n'est pas dans la connaissance. La connaissance permet la vérité et elle libère du mensonge, à condition qu'elle ne soit pas que scientifique, mais qu'elle soit fondamentalement recherche de sagesse, d'où le nom de philosophie. Mais ce n'est pas suffisant encore. Il faut que cette recherche de sagesse soit ancrée dans l'expérience du fait que la personne en vaut le coup. Et que c'est dans la personne que sont les ressources de cette mutation collective, et pas dans les structures. Or, je ne découvre que la possibilité d'une mutation sociale n'est dans la personne que quand j'en fais l'expérience en direct. D'accord ? Et quand j'apprends à générer de la confiance entre les personnes. Or, je suis incapable de générer de la confiance entre les personnes si moi-même je ne fais pas l'expérience de la confiance. Et donc, l'expérience de base, c'est prendre le risque d'autrui. Faire l'expérience de l'interdépendance dans le bien. Découvrir ce que c'est qu'un ami dans le bien. Et ça, il me semble que c'est... alors, on le pressent, mais il ne suffit plus de le pressentir, il faut le choisir comme expérience centrale. Qui n'est pas simplement une condition de survie, mais qui est aussi, quand on observe la vie des personnes, le lieu ressort de toutes les révolutions positives, de toutes les créativités profondes, et de toutes les générosités créatives. Et puis, troisièmement, c'est cette progressivité, ça me semble la troisième clé, c'est l'acceptation de la progressivité de l'interpersonnel jusqu'au collectif. Comment passer sur le fait que tout repose, non pas sur la personne, contrairement à ce que disait Rousseau, mais sur l'alliance entre les personnes. Ce n'est pas tout à fait pareil. Sur la relation, sur le choix de la relation à l'autre. La base du contrat social n'est pas un contrat social. C'est l'alliance que les personnes décident de vivre
les unes avec les autres, sans lesquelles la vie collective n'est pas vivable. Et qui décident de vivre, bien sûr, avec des intérêts communs, bien sûr, avec une part d'égoïsme, mais même s'il y a une part d'égoïsme, même s'il y a une part de calcul, même s'il y a une part d'intérêt commun, selon un choix qui dépasse ces choses-là sans les annuler. Bien sûr que mes amis, ils m'apportent des choses pratiques, utiles et agréables. Mais s'ils sont mes amis, c'est pour autre chose. C'est à cause du bien. Qui, lui, n'est pas d'abord agréable et pratique. C'est pas toujours efficace, le bien. La méchanceté est des fois beaucoup plus efficace. C'est toute l'alternative, vous savez, quand vos enfants commencent à vous faire péter les plombs. Vous basculez sur... Alors, c'est pas de la méchanceté méchante, hein, mais vous vous dites, tout d'un coup, vous mettez à crier. Parce que manifestement, le bien n'est plus efficace, non? Et vous êtes obligé, parce que la coercition à la fin, devant la révolution, est nécessaire. Alors, vous commencez par la coercition verbale, puis ça, je ne sais pas trop quoi, vous menacez de choses fictives. Puis pour ça, vous désertez, parce que comme la correction physique n'est pas de bonne loi. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle respecter la fabrication de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça ne se décrète pas d'abord dans le groupe. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien en famille. On arrive à faire des choses intelligemment collectivement ou collectivement intelligentes que si chacun écoute l'autre. Non, vous avez remarqué ? Parce que sinon, la décision collective est celle qui a été prise ou par papa et maman, et que les autres exécutent. Ou par celui qui est suffisamment astucieux des enfants pour prendre le pouvoir, parce que les autres sont incompétents. Enfin, en gros, voilà. Ou bien c'est du collectif derrière lequel il y a un manipulateur qui a quand même le pouvoir, ou bien c'est une vraie intelligence collective. Et celle-là, elle repose sur le fait que chacun écoute l'autre. C'est plus long, hein. Et donc, ça implique aussi de respecter ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire, ce principe, il repose sur la confiance, qui est l'étape d'avant, hein, mais qui est précisément que il n'y a pas besoin de décider au-dessus ce qui peut se faire en dessous. Et qu'au fond, la vie sociale, telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est celle qui a misé sur les structures collectives pensées de manière universelle et étatique, en guise de cadre d'existence. C'est ridicule. Le cadre d'existence, il faut qu'il s'invente en grande partie au niveau où les personnes vivent, non ? Un cadre d'existence, ça doit se définir autant que possible à l'échelle de la famille, puis à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une commune ou d'une ville, puis à l'échelle d'une région. Enfin, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une subsidiarité de l'inventivité. Et soyons clairs, c'est la méfiance et l'efficience qui nous font vivre dans ce qu'on appelle, dans ce que j'appellerais aujourd'hui, comment vous dire ça, c'est la planification collective. Alors, à la fin, je finirai par ça, je rêve pas, c'est-à-dire que moi je pense que ce vers quoi nous allons, c'est Matrix tome 3. Donc Matrix, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, je résume. Donc vous avez les gens qui sont dans le système et qui sont contents d'y être. Et qui sont même contents de perdre conscience qu'en fait on les aliène dans le système. Parce que pourvu qu'on leur donne du plaisir et l'illusion qu'ils sont dans la liberté, ils demandent que ça, le reste, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ça, c'est ceux qui sont dans le système. Et soyons clairs, on ne va pas réussir à faire sortir tout le monde de ça, c'est pas vrai du tout. Même nous, il y a peut-être une partie de nous qui n'arrivera pas à en sortir. Et donc à la fin, Matrix n'est pas comme dans les bons films de classiques, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est les bons qui gagnent et les mauvais qui perdent. Là, il y a une négociation entre les bons et les mauvais. Donc en gros, tu peux être dans la Matrix, c'est pas vouloir le savoir, tu peux vivre en dehors de la matrice, mais tu n'as plus les avantages de la matrice, ou tu peux vivre à la frontière entre les deux. Je pense qu'on va vers ça. Non. On va vers un monde où on aura le système aliénant et aliéné, et puis il y aura, voilà, avec des gens qui fonctionneront très bien dedans, ça fera de la peine, parce qu'on se dirait, ont-ils choisi librement d'être des esclaves, et des gens qui n'ont plus d'identité. C'est pas sûr que ça sera durable d'ailleurs, parce que la perte d'identité, c'est pas comme dans Matrix, on les conservera pas dans des petites barquettes amniotiques, ils risquent de devenir complètement fous, tout simplement. Ça coûte cher d'ailleurs, ça, et puis c'est difficile à gérer. Et puis je pense qu'il y a une partie qui tentera de vivre à la frontière entre les deux. Je ne suis pas sûr que ça durera non plus très longtemps, mais c'est pas facile de vivre en schizophrénie, quoi. Et puis il y a ceux qui choisiront de sortir complètement de la matrice. Alors c'est pas facile, parce que les économies de subsistance, c'est pas très cool. Alors l'autre hypothèse, c'est de réinstrumentaliser une partie du système, et puis de vivre avec lui, mais pas en lui. Voilà. Et je pense que c'est l'hypothèse la plus souhaitable. Mais pour réinstrumentaliser la part inévitable de ce monde que nous venons de fabriquer, la réinstrumentaliser en partie, hein, en renonçant à d'autres parts. Parce que
Je pense qu'il ne faut pas rêver qu'on arrivera à tout réinstrumentaliser. Pour ça, ça implique de comprendre que l'essentiel des enjeux n'est pas dans le système, l'essentiel des enjeux n'est pas dans les modes d'organisation, l'essentiel des enjeux est dans la fabrication des alliances entre les personnes. Et la sagesse fondamentale qui va nous en donner la lumière et le courage. Voilà. À vous les questions. Ou les contestations, hein. Parce que nécessairement c'était en 1 heure, c'est un peu... Allez, il faut un courageux ou une courageuse première. Moi, je serais moins optimiste par rapport à l'acceptation du réel. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on est dans un monde de plus en plus virtuel. Quand on voit Facebook, quand on voit nos enfants, ou quand on voit la place, comme vous l'avez souligné au début, de ces moyens, je ne vois pas tellement le retour du réel. Alors, c'est frappant quand on en parle avec les jeunes, parce que nous, on est ou dans la fascination ou dans la peur plutôt. Hein. C'est normal, on est des vieux, mais au fond, on voit bien qu'ils en voient l'utilité, que nous n'en voyons pas toujours, ou que des fois nous en voyons. Ils en voient le caractère fascinant et provisoire, et ils en voient le danger. Et donc, ils sont moins dans l'illusion qu'on pourrait penser. Alors, ne pas être dans l'illusion, ça ne veut pas dire éviter totalement la part d'addiction. Hein. Mais je trouve qu'ils ne se racontent pas beaucoup d'histoires. Moi, j'ai été frappé à ce fameux forum d'Avignon, il y avait des jeunes là. Il y en a un qui dit moi, j'ai pas de problème pour revendiquer, je pense que elle avait 20 ans. Et les jeunes de ma génération aussi, le tout de suite est gratuit. Oui, le fait que nous exigions tout de suite est gratuit, nous l'assumons. Bon, je trouve ça bien, moi. Parce que c'est vrai. C'est ce qu'ils veulent. En plus, c'est ce qu'on leur a promis. Donc je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas. Par contre, ils ne sont pas... Alors, c'est variable de l'un à l'autre, hein, mais ils ne sont pas complètement dupes que ça, c'est absolument pas la solution de quoi que ce soit d'important. Que toutes les vraies questions ne sont absolument pas à ce niveau-là. Je crois qu'ils ne sont pas du tout dupes là-dessus. Et qu'ils nous attendent, nous, précisément, sur le terrain, qui n'est pas celui-là. Et donc, je vais être brutal, je pense qu'ils sont moins dans le virtuel des idéaux ou des idéologies ou des représentations dangereuses parce qu'on les croit vraies que nous. Au moins, ils sont dans la brutalité des choses. Et ils essayent de la supporter avec une part de virtualisation ludique un peu addictive. D'accord ? Mais quand vous allez dialoguer avec eux, moi je l'ai fait à Grenoble la dernière fois, ça m'a énormément impressionné. C'est extraordinaire le dialogue qu'on a. Moi j'ai jamais eu un dialogue avec les gens de ma génération comme j'en ai eu sur la sexualité. En plus, vous voyez, j'ai aucune légitimité. On leur a pas dit que j'avais un habit en plus. Au bout de 3 minutes, ça posait plus de problème, et au bout de 10 minutes, on était dans un... C'était incroyable, quoi. Mais moi, j'imagine, même avec mes frères, je ne sais pas si j'arrive à dialoguer comme ça, alors c'est vous dire. Pourquoi ? Parce que sur les questions essentielles, ils sont là. Ils attendent d'ailleurs. Mais qu'on arrive avec autre chose que des phrases toutes faites, des machins qu'on a ressortis de derrière les fagots, en les relouquant, enfin, voilà, avec des espèces de grands troncs machin ronflants qui valent rien du tout. Ou avec Dieu, tu comprends, ma chérie, fais comme tu peux, l'important c'est que tu sois heureux, je t'aime beaucoup. Qui est de la désertion caractérisée, enfin, vous voyez, avec quelque chose, quoi. Quelque chose à dire, quelque chose à réfléchir, des questions à poser, des problèmes à soulever, des paradoxes à mettre en lumière, fait quelque chose, quoi. Voilà, donc moi je ne suis pas... Alors, par contre, je dis, c'est ou le désespoir ou la lâcheté, ou la combinaison de nos générations qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui pour moi pose beaucoup plus de problèmes. Moi je trouve qu'on est un vrai problème. Eux, moins. Le problème c'est qu'ils n'ont que nous pour l'instant. Enfin, parce qu'on est les derniers dinosaures qui ont encore appris
pas simplement à être dans l'idéal et le délire, hein, mais aussi à poser, parce que évidemment là vous avez raison, c'est qu'au passage ce qu'ils ont perdu c'est l'analyse. Donc les questions ils les voient, mais ils ne savent pas par quel bout on commence par chercher les réponses. Nous on a appris quand même à analyser les problèmes. On ne l'a pas toujours suffisamment appliqué au réel de nos expériences, hein. Mais on a quand même appris qu'effectivement, normalement, il y a derrière nos formations, notre formation notamment littéraire, hein, parce que pour moi, la philosophie, on ne l'a pas fait on l'a pas fait beaucoup avec les cours de philo, mais la philo, on l'a fait à travers la littérature ou le cinéma quand il était vraiment un cinéma d'auteur ou un cinéma de thème. Enfin, vous voyez, on a appris quand même à réfléchir de manière analytique. On n'est pas juste dans l'intuitivo, vous voyez, dans la synthèse intuitivo coupé-collé, quoi. Dans le flou artistique, doublé de chiffres rigoureux. On sait un peu réfléchir encore. Et il faudrait qu'on aille se casser le nez pour aller réfléchir sur les expériences plutôt que d'en faire des espèces de phrases rationnelles magnifiques et toutes faites. Et puis derrière, d'entrer dans le dialogue avec eux sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est intéressant puisque toutes les expériences humaines sont mises à vif et sont mises en question. Cette fois-ci, je vous ai vraiment épuisé. Alors si j'y pense, il y a une question que je ne vous ai pas répondu, que je m'étais posée à moi-même comme défi, puis je n'ai pas répondu. C'est au fond, peut-on encore parler de démocratie pour demain? On avait travaillé une fois sur la démocratie. Vous comprenez bien c'est-à-dire, alors, si on prend la démocratie, qui est précisément la tentative que chaque personne puisse contribuer au plus haut de sa compétence, à la fois humaine et technique, enfin oui, j'allais dire humaine profonde, de son cœur, de son intelligence et de ses compétences techniques, au bien de tous. C'est quand même ça. Pour moi, c'est ça. Le but de la démocratie, c'est pas d'être égaux en droit théorique pour jamais l'être en pratique. C'est pas très intéressant ça. Parce que c'est pas vrai, on n'est pas du tout égaux. Regardez ce pays. Tout le monde vous explique que l'ascenseur social a disparu, que les énarques ne sont reproduits que par les énarques et les polytechniciens par les polytechniciens, que les profs sont reproduits par les profs. Enfin, et encore, parce que les enfants des profs ne veulent pas être dans l'état dépressif dans lequel sont leurs parents, donc ils désertent. Voilà. Donc en gros, si vous voulez qu'il n'y a pas de mobilité, c'est pas vrai. La démocratie au sens de l'égalité des chances, elle est très théorique. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on la veut et on n'arrive pas à la faire. Non. Pas parce qu'on est des méchants de gens, hein, parce que tout simplement, je vous l'ai dit, on est dans le rêve. Et qu'il y a un décalage entre le rêve et les modes opératoires dont on imagine qu'ils vont déclencher la mise en œuvre du rêve. Comme si, de nouveau, la mise en place des structures déclenchait la maturité, la liberté et la responsabilité. Mais c'est délirant, ça. Or, pour pouvoir réaliser quelque chose dans sa vie et saisir une opportunité, une chance, il faut avoir une colonne vertébrale, donc il faut avoir été formé, un minimum à autre chose qu'un vraisemblable et flou et à une opinion sans contenu, et une manipulation des images sans contenu. Il faut avoir eu un tout petit peu de temps de grandir sans être instantanément à devoir subir plein de tests et d'examens de capacité à entrer dans ce monde un peu agressif. Enfin, vous voyez, il faut des conditions écologiques de croissance. Voilà. Et donc je pense que oui, la démocratie est possible, mais pour ça, il faut qu'on arrive à refouler d'une partie de l'espace public la pression. Voilà. La pression qui est mise par la consommation, la technologie, voilà. Les fausses urgences. Et qu'on arrive à réintroduire la progressivité de l'intégration des complexités. C'est tout bête. C'est pas impossible, alors ça dépend de choix collectifs dans la manière de vivre, à mon avis, un peu drastique, dans l'organisation du territoire, dans la manière collective dont on décide de renoncer à l'usage de certaines choses, ou d'une certaine manière, voilà, ça c'est clair. Hein. Mais donc voilà, c'est juste pour vous dire que je ne pense pas que la démocratie est impossible. Mais il faut qu'effectivement, elle reparte de la personne, et pas de l'individu. Et de l'alliance entre les personnes. Et qu'elle n'ait pas d'abord l'État et la loi comme défenseurs, mais ce qu'on appellerait classiquement la formation à la vraie vertu, c'est-à-dire à la capacité d'être humainement pas esclave des opinions, moins esclave des opinions, et humainement moins esclave de mes pulsions. Parce que c'est ça la base de la vertu, c'est d'avoir un tout petit peu de recul et de... comment vous dire ça, de délicatesse dans l'usage de soi. C'est à ça que ça sert. D'être pour le coup un peu libre. Tout le monde sait. Commençons à la liberté, c'est l'acquisition de la vertu. Est-ce qu'on peut partir sur la personne sans la formation?
Non, évidemment. C'est tout à fait. La base, c'est la formation. Et donc effectivement, est-ce que c'est pas un problème là maintenant? C'est le problème majeur. Évidemment, toute révolution politique commence par une révolution éducative, par une révolution de la formation donnée par l'État. Et là, pour le coup, à un engagement politique des parents et des enfants. C'est très bizarre. Aujourd'hui, je pense qu'un enfant, à 5 ans, il est parfaitement capable de comprendre qu'il puisse y avoir une alliance triangulaire entre lui, ses parents et ses profs. Je vous fiche mon billet. Moi, je vends ça à des enfants de 5 ans, mais sans problème. Pourquoi on ne le met pas en œuvre? Parce que ce n'est pas dans nos vieux modèles de dinosaures archéologiques. On est dans l'âge de pierre, du côté de nos modes de formation. Alors, on est très en top, notamment dans les entreprises, et on est en train d'y venir de tout ce qui est du côté technique, du côté même compréhension du monde économique, tout ça, on avance. Mais sur le plan humain, on fait quoi? Parce que des génies techniciens qui sont des handicapés de la relation, ça ne fait pas grand-chose. Ce sont des handicapés du bonheur. Et donc, c'est vrai, la base, c'est la formation. Alors, peut-être qu'il faut, moi je me dis de temps en temps, il faut que ça soit le monde associatif, doublé d'une part du monde des collectivités locales, en se mettant de mèche, pour utiliser des mots polis, avec je ne sais pas trop quoi, les parents, et toute forme d'organisation non gouvernementale qui crée des formations parallèles, qui arrivent à compenser le déficit de formation humaine. Peut-être qu'il faut inventer des trucs comme ça. Que la loi Le Chapelier que nous avons la liberté d'association, pardon. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que la clé, c'est ça. Tout ce que je viens de dire n'a aucun sens s'il n'y a pas un endroit où on y réfléchit, où on prend le temps de soumettre la vérité de ces choses-là à l'expérience, dans un laboratoire de formation. Mais aujourd'hui, si on mettait ce qu'on a de meilleur en termes de formation, tel qu'on le vérifie dans les entreprises, même dans des écoles qui fonctionnent, on a parfaitement les moyens de faire ça. Sauf que la génération des dinosaures dont je fais partie ne veut pas lâcher le manche, le fauteuil et l'aveuglement en appuyant sur l'accélérateur. Je pense que c'est de la jeune génération que viendra, je l'espère pas trop violemment, mais ça finira peut-être par être violent, l'obligation à la lucidité. Ou la confrontation culturelle avec un monde issu d'immigration qui nous renverra à un moment donné qu'on est des gens qui n'ont plus aucune consistance à aucun niveau, et qui n'ont plus comme avenir que la disparition. Voilà, je pense que c'est les deux formes de choc violent qu'on finira par avoir. Voilà, mais on est des gens pas commodes dans l'endurcissement. Je n'ai pas une question, j'ai juste une constatation. Je vous trouve pessimiste. Et c'est peut-être parce que, avec mes enfants, moi, je ne peux pas être pessimiste. C'est pas possible. Sûr. Alors, il faut être familialement optimiste et politiquement pessimiste. Le philosophe est un peu naturellement ça. Pourquoi ? Parce que on observe que la famille est une communauté humaine ou une association. J'irais jusqu'à un village, un petit village, une petite commune. 400 habitants, 500, allez, 1000, pas plus. Peut-être 2000. Où on est à une échelle où effectivement on peut créer, à cause de la richesse des personnes qu'on a sous la main, des cercles collectifs vertueux. Dès qu'on franchit une certaine taille, on a inévitablement des cercles collectifs vicieux. La collectivité ne crée jamais naturellement plus de bien que les individus ne sont prêts à en apporter. Jamais. D'accord ? C'est une vieille expérience humaine. C'est que le mal s'additionne toujours dès qu'on est à un certain seuil de collectif. Et que du coup, pour contrecarrer ce mal qui s'additionne, eh bien, il faut précisément une formation fondamentale. Il faut que ce qu'il y a de meilleur chez chacun soit le plus possible mis en évidence. Et donc, je vous dis, je ne rêve pas du tout que le politique ne soit pas avec le mal, mais pour intégrer le mieux la part négative inévitable du politique,
Il faut, admettre que le politique n'est pas un lieu où on peut créer des services vertueux, avec aucune loi et aucune structure, mais où par contre on peut minimiser le mal, oui. Enfin, on peut minimiser le vice. Mais on minimise le vice précisément en alliant les personnes les plus personnellement les unes aux autres. Donc en étant au plus près de ce que j'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que chaque niveau de responsabilité de personne soit utilisé à fond. Vous voyez, moins on fait de choses au niveau où on est 10 000, par rapport au niveau où on est 1000, et mieux on ira. Donc ça veut dire qu'il faut que l'État en fasse le moins possible. C'est clair, c'est évident politiquement. Enfin là, je fais que vous expliquer ce que dit Aristote dans la politique, hein, et il a, moi je crois, absolument raison. La vie collective repose sur la vertu des personnes, ce qu'on appelle un citoyen chez Aristote. Et l'État est là pour orchestrer, voilà, et de permettre que la part de ceux qui ont vraiment une vertu éprouvée puisse bénéficier à tous ceux qui n'en ont pas assez, et que l'ensemble de ces gens-là puissent gérer ceux qui n'en ont pas du tout, voilà, pour être clair. C'est ce qu'on fait spontanément dans une famille ou dans une petite collectivité, dans une tribu, si vous voulez. Voilà. Et donc je pense que, enfin, c'est marrant parce que moi j'ai identifié récemment que j'étais un des adeptes en fait de l'idéologie totalement erronée du rousseauisme, c'est-à-dire de croire qu'on était capable de mettre à l'échelle collective des mécanismes qui viennent compenser le vice des personnes. C'est faux. Je ne l'avais pas vu, alors que c'est une évidence. Et nous, on croit tous à ça. Tous à ça. On est persuadé que l'État, gardien de la démocratie, permet au vice de chacun d'entre nous, en gros, donc ce serait génial, la France serait vertueuse alors que je suis vicieux. On est presque comme ça. On paye l'impôt, on fait ce qui est dans la loi, et donc, c'est tout bon, il n'y a pas de vice dans ma vie. D'abord, je suis comme tout le monde en plus pour le reste. C'est cool. Mais ça, je vous dis, c'est l'Allemagne de 1939. C'est tout. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une forme de tentation totalitaire. Et de croire que parce que les autres régimes collectifs se sont avérés dans leur vice, nous, on serait le seul régime collectif qui est valable et qui nous dispense de la vertu. Ça, c'est du totalitarisme. Non, non, non. À la fin, ça repose sur moi. Voilà. Donc, c'est pour dire que vous avez tout à fait raison d'être optimiste, parce qu'à l'échelle de la famille, à l'échelle de l'association, à l'échelle de la PME, ou à l'échelle d'un site dans une grande entreprise, mais dans lequel on m'a vraiment délégué un minimum de choses à faire dans l'espace où je suis. Donc dans un espace à taille humaine, oui, on peut vraiment faire des choses. Alors, aux conditions que je viens de dire. Après ça, on pourra faire des choses à un niveau plus élevé, une fois qu'on aura admis, une fois qu'on aura brûlé les idoles, quoi. On aura renoncé à ce mythe, qui, d'ailleurs, dans son ressort profond, est le salut de l'homme par lui-même. Le politique deviendrait le salut de l'homme. C'est exactement ce que dit Marx. C'est la fout mal, hein. C'est le credo marxiste. Et nous, c'est ce qu'on croit. La démocratie doublée du libéralisme économique, ça te rend le monde vertueux. Tiens bon. C'est pas facile hein, de renoncer. Et moi, je pense que ça vient nous écorner un peu, là, s'il faut renoncer à ça. Parce qu'après ça, tu te dis, mais la question des vertus, c'est un truc impossible. C'est toute la formation, précisément. Il faut travailler sur les familles, il faut travailler dans l'acceptation lente de la modification des cultures. Regardez l'échec du Rwanda, on a voulu faire muter les cultures trop vite, à coup de pseudo-christianisme. Donc effectivement, du coup, c'est un processus extrêmement lent, c'est vrai. L'Occident a atteint un certain sommet, du XIIIe au XXe siècle, par certaines choses, voilà, que parce qu'il avait derrière 13 plus 10 presque siècles d'acquisition de la vertu. Parce que toute la période antique, elle est marquée par l'acquisition de la vertu. Toute la période chrétienne, elle est marquée par l'acquisition de la vertu et la dignité de la personne. Donc nous, on bénéficie de, je vous dis, 23 siècles d'acquisition de la vertu. Alors, on a commencé à avoir une vision de la vertu un peu méprisante, un peu étriquée, je vous l'accorde, hein, on va dire du 17e au 20e. Et nous, on serait les premiers êtres au monde qui inventons la liberté sans vertu. C'est-à-dire sans vérité sur la personne humaine, hein, parce que vous comprenez bien, la vertu, c'est pas comme ça me chante. Voilà.
Et donc là, voilà, cette chose-là, c'est là qu'on voit que nous, on a du mal. Parce que c'est renoncer au fait qu'on va pouvoir se sauver dans le plaisir, pour être encore plus clair. Sauver le monde, et en plus dans le plaisir, ce serait quand même le top, quoi. Heureux et facilement. Mais on signe tout de suite. Une fois que nous, qui avons le pouvoir, aurons, presque faire repentance pour moi, admis la gravité de cette erreur idéologique, et on rechoisisse d'aller humblement à l'école de la vie humaine, qui est effectivement lente, difficile, exigeante et absolument magnifique, merveilleuse et pour une part heureuse, à condition qu'on la prenne dans son réel. Alors oui, mais on n'est pas encore tout à fait prêt à cette conversion collective. Un nouveau Clovis. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est une question ou partager avec vous un sentiment. Je voudrais poursuivre sur la famille. Je suis l'heureux père de famille de 5 enfants, donc je ne peux pas me permettre le luxe d'être pessimiste, je ne peux être qu'optimiste. Je fais partie des derniers aventuriers des temps modernes. Vous avez évoqué la famille, que je considère comme étant la cellule de base de la société. Toutefois, le sentiment que j'ai du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas celui de la réflexion que vous nous avez proposée ce soir, néanmoins, me laisse un petit peu, on va dire, sceptique quant à l'évolution des choses en tant qu'elles vont être initiées par les gens qui sont aujourd'hui aux manettes, qui très clairement ont comme philosophie, non pas comme politique, mais comme philosophie, de trouver dans la famille un concurrent à la puissance étatique. Donc le but avoué des gens qui sont au gouvernement en termes de politique, alimentés par les réflexions déistes qui nous viennent de 250 ans en arrière, c'est-à-dire que la famille a cassé en tant qu'objectif n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr, bien sûr. En revanche, les temps que nous vivons sont, me semble-t-il, depuis la Révolution, le Allô ? Oui, c'est bon. La technologie donne de la puissance à mon raisonnement. Sont pour moi le premier véritable moment depuis cette époque où la famille est véritablement en péril. Donc comment est-ce que vous placez votre réflexion à l'échelle d'aujourd'hui et des, on va dire, des 4 ou 5 années qui viennent ? Alors, soyons clairs, pour moi, la philosophie, d'ailleurs, je vais être brutal, hein, la philosophie de la gauche est rousseauiste et sur le modèle de Saint-Just. C'est-à-dire qu'elle ne lâchera pas l'idéologie grave d'un État qui décide de l'égalité. Alors la seule manière d'être égaux, c'est d'avoir la tête coupée au même endroit tous, d'ailleurs, on a commencé comme ça. La droite est libérale. Donc elle est dans l'idéologie adverse. Mais dont je viens de montrer qu'elle est différemment dangereuse. Elle est peut-être moins déconstructiviste, mais elle cautionne, comment dire ça, une idéologie de la liberté qui, à moyen terme, est aussi destructrice. Et dans les deux cas, ce qu'on rate, c'est l'homme. Parce qu'on n'est pas d'abord libre, d'abord on est. On existe. Et le lieu fondamental de l'existence, ça s'appelle le corps. Et dans les deux cas, aussi bien dans l'idéologie de droite que dans l'idéologie de gauche, on est dans le déni de la corporéité. C'est pour ça que je dis on est dans la gnose. Pour moi, ce qu'il y a de commun à ces deux idéologies, et elles sont fondamentalement destructrices, et pas de la même manière. Et elles le sont à la fin toutes les deux de la famille, d'ailleurs. C'est précisément parce que de droite, on va plutôt concevoir que la famille est précisément un lieu de collectivité d'intérêts, de nouveau égoïsme, et qu'il faut réussir à gérer comme le premier apprentissage précisément de la gestion des intérêts égoïstes concurrents et en même temps convergents. Donc on n'est absolument pas dans l'alliance interpersonnelle fondée précisément sur l'expérience du bien qui relativise l'égoïsme.
Mais dans les deux cas, ce que je pense qu'on rate, c'est le risque fondamental de la personne humaine qui est le corps. Et donc, alors moi, ce que je pense, c'est qu'à l'inverse, l'antidote à ça, parce que ce sont des idéologies de vieux, ça. Je suis frappé. C'est que ce gouvernement, comme le précédent, sont en retard de 20 wagons. La Ve République, elle est morte depuis 20 ans déjà. Elle existe depuis 20 ans, la Ve République. On est où? Tout ça ne marche plus. Et donc, même si je trouve que les lois qui sont votées sont... d'abord parce qu'elles sont faites sans réflexion, je ne vais pas débattre sur leur contenu, mais parce qu'elles président précisément ou d'idéologie ou de slogan, ce qui n'est pas mieux. Qu'effectivement, alors qu'on a tenté, les gens qui résistent à ces lois, ont d'abord tenté de dire qu'il y a une réflexion de fond à mener, et elle n'a pas été menée, et ça c'est strictement vrai. Ou elle a été menée de manière malhonnête, c'est-à-dire pas menée. Quel que soit le résultat après ça, mais qu'on se batte dans la rationalité, pour le coup, vraiment philosophique. Et moi, je pense que quand on part sur le terrain du corps, on est obligé de reconnaître un certain nombre de choses. Par contre, je pense que la vraie antidote à ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est la jeune génération. Qui pressent bien que l'enjeu n'est pas tant dans le vote des lois que dans la manière dont vont se vivre réellement les relations entre les personnes sur le terrain social. Voilà. On ne leur a pas donné les outils intellectuels pour gérer une problématique d'intelligence législative. Ils n'ont qu'une formation civique. Le rapport à la loi a toujours été un rapport dans la jeune génération qui est très compliqué parce que, j'allais dire, nous, elle s'est complexifiée, la législation, en l'espace de 30 ou 40 ans. Mais ils arrivent, eux, dans une forêt législative qui fait que, de toute façon, dès qu'ils ont un téléphone portable, ils ont bien compris. Ou quand il faut regarder les licences de votre programme communauté sur Apple, ils ont parfaitement compris que le législatif est quelque chose de parfaitement incompréhensible dans lequel chacun joue avec son voisin. Enfin, je prends, vous voyez, aux exemples, quelles sont les expériences directes que les jeunes ont de la loi, au sens de la loi qui est le choix collectif fait par un pays dans la manière de vivre ensemble. Aucune. Et donc, concrètement, je pense que là, la question profonde qui est de se battre sur quelles sont, ça c'est l'étape d'après, que choisissons-nous de vivre ensemble, et ensuite, quelles sont les lois qui vont permettre de vivre ce qu'on a à vivre ensemble. Une fois qu'on fait comprendre à un jeune que, au fond, que toute personne ayant la responsabilité d'un enfant ait l'obligation morale de le faire en partenariat intense et régulier avec quelqu'un de l'autre sexe parce que ça fait partie de la formation de l'enfant, c'est pas très difficile à expliquer ça. Non ? Pas très difficile à expliquer. Je vois mal un enfant qui dira que c'est pas intéressant d'être éduqué par un homme et une femme. À la limite que son père soit homosexuel et sa mère aussi, c'est pas son problème. Pourvu qu'il ait été éduqué par un homme et une femme. Non ? C'est pas très difficile à expliquer à un enfant ça. Donc permettre que structurellement des gens aient le droit d'éduquer un enfant en l'adoptant seul, sans obligation, qui est quelqu'un qui joue un rôle complémentaire de l'autre sexe dans l'éducation de l'enfant, ou qu'il adopte à deux pères ou deux mères, c'est d'ailleurs dans les deux cas c'est la même erreur, c'est une irresponsabilité fondamentale, ça me semble élémentaire. Le droit de l'enfant, c'est d'avoir comme interlocuteur d'existence de 0 à 12-13 ans un homme et une femme qui jouent un rôle d'interlocuteur privilégié dans son existence, c'est tout, point à la ligne. C'est pas très compliqué, il me semble, d'expliquer ça. Or ça, c'est précisément le fondement de la différence qu'il y a entre une communauté fondée sur un homme et une femme et tout autre type de communauté. Qu'il faille encourager tous les types de communautés humaines, moi je suis tout à fait pour. C'est très bien les gens qui veulent vivre ensemble, quelles que soient les raisons, leur vie sexuelle ne me regarde pas. Que ce soit parce qu'ils méditent ensemble et qu'ils ont décidé du coup de vivre ensemble, que c'est parce qu'ils sont des adeptes de je ne sais pas trop quoi, de la culture intensive des pois chiches et que la seule manière de cultiver les pois chiches c'est de créer un sauve-cause dans lequel on choisit des livres de vivre ensemble. Ça m'est égal pourquoi ils vivent ensemble. De toute façon, c'est bien de vivre ensemble. C'est bien. Parce que ça forme à l'altérité, ne serait-ce que par mécanique. Et donc, c'est tout à fait normal que législativement, on encourage toutes les communautés de gens qui veulent vivre ensemble de manière durable, bien sûr. Pas juste provisoirement 6 mois. Et je trouve que c'est normal qu'on les encourage du côté de la fiscalité, du côté de plein de choses. Du côté possibilité d'hériter les uns des autres. Nos problèmes, moi. Pourvu qu'on ait des gens qui s'engagent durablement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se marient prétendent pas qu'ils vont s'engager plus durablement que des gens qui vont se paxer ou des gens qui veulent s'associer pour créer une entreprise. Donc pour moi, c'est la durée de l'engagement minimum à partir duquel, effectivement, on peut reconnaître des avantages. La société honore ce type de société. Mais que dans ces types de sociétés, il y en a une qui est différente de tous les autres,
parce qu'elle est structurellement celle qui convient à l'éducation d'un enfant et qui s'appelle la famille, ça me semble aussi évident, moi. Voilà. Donc il ne s'agit pas de défendre, il s'agit juste de revenir à l'évidence. Alors, sauf si on m'explique que la croyance dans le fait que le corps biologique est quelque chose d'important dans la personne est quelque chose qu'il faut remettre en cause. Très bien, c'est ce qu'on m'a expliqué l'autre jour. Quelqu'un m'a dit, de toute façon, moi que je rencontre un homme et une femme, ça m'est complètement égal. De toute façon, le corps n'est qu'une apparence biologique. Je dis, bah, écoutez, si vous voulez, pour vous, oui. Moi, il se trouve que malheureusement, je suis méditerranéen et j'ai bien l'intention que ça ne soit pas comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est vachement plus sympa de rencontrer des personnes humaines qui ont réellement un corps qui est eux. Mais libre à vous, hein. Oui, c'est le retour dans le réel, comme vous dites. Voilà, donc c'est pour dire que je pense, vous voyez, je prends cet exemple-là parce que je pense que ça, un jeune, il est d'accord avec ça. Par contre, il est tout à fait contre, et il a raison qu'on fasse, qu'on développe vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, une quelconque acrimonie ou une quelconque, comment on appelle ça, pas persécution, mais, oui, enfin, marginalisation des gens qui sont homosexuels, mais ça n'a rien à voir avec la législation, l'homosexualité. Ça n'a rien à voir avec la législation. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Depuis quand la loi de se mêler de la sexualité des gens? Ça, pour le coup, c'est bien qu'on l'ait éliminé. C'est pas à la loi à punir l'adultère. C'est pas à la loi à punir l'adultère. Je pense pas. D'ailleurs, c'est le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Enfin, normalement. Hein. Que l'adultère soit pas bien, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'une loi pour le savoir. Il suffit d'en être victime. Ou d'en être des fois acteur, d'ailleurs. Vous voyez, c'est la même chose. Et c'est très bizarre. C'est pour ça que pour moi, pour moi, dans ce débat, on est encore dans l'Ancien Testament. La loi doit statuer en fonction du sexuel. Ah ben c'est bien. Du fait que je sois un homme ou une femme, la loi doit statuer, oui, peut-être sur les choses élémentaires, mais sur ma pratique sexuelle, elle n'a pas à statuer. Sauf s'il est démontré que ma pratique sexuelle agresse autrui et lui fait du mal, sans son consentement. D'accord? C'est le viol ou la pédophilie. Vous voyez, c'est très bizarre. Et là-dessus, c'est pas difficile de voir qu'on est dans la contradiction la plus complète. C'est excellent, si vous voulez. L'Église ne devrait rien dire sur la sexualité, mais l'État, si. Ah bah ça, c'est la meilleure du siècle, quand même. L'Église, qui est normalement une sagesse, qui réfléchit philosophiquement, elle ne devrait pas prononcer son avis sur la sagesse qu'il y a à vivre une sexualité. Mais par contre, l'État, lui, devrait se prononcer sur les discriminations sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des discriminations, on n'a pas le droit de les pratiquer. Est-ce que la loi peut cadrer tous les types de discrimination? Moi, je lui souhaite bien du plaisir à la loi de pratiquer de taxer la discrimination. Mais la discrimination, tout le monde sait par expérience qu'on ne la combat jamais aussi bien que par la formation. Voilà, qu'on forme des enfants à leur dire, mais oui, voilà, que des gens choisissent d'avoir une vie homosexuelle, il faut le respecter. Je ne vois pas pourquoi on ne leur dirait pas. Qu'on leur dise que ça a la même place socialement qu'une pratique hétérosexuelle, ben c'est pas vrai à cause de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une société particulière, communauté particulière qui s'appelle la famille, et donc qui inévitablement a un statut particulier. C'est bizarre. L'hétérosexualité pratiquée dans l'espace familial a un statut particulier, en raison de ce que c'est que l'animalité de l'enfant. D'accord? C'est très bizarre. L'homosexualité n'a pas de statut particulier. Pas plus que la bi, la tri, la quadri, tout ce que vous voudrez. Enfin voilà. Ce qui ne relève pas précisément d'un enjeu social clé qui est la formation de l'enfant. Mais je vous dis, on va partir sur un autre sujet. Hein. Mais je vous dis, on n'a pas encore rebasculé dans le réel. On défend des idées, on défend des représentations. On n'est pas reparti dans la réalité. Et je pense que la jeune génération, qui sur ces sujets-là attend qu'on leur dise des choses pertinentes sur la base de l'expérience concrète. Alors c'est exigeant, parce que nous des fois on est en retard de pas mal de wagons. Hein. Qu'on a, faut le reconnaître, sur un sujet comme celui-là, des idées pas fausses, un peu rapides et simplistes. Celle des commons.
Qu'en pensez-vous? Oui, tu peux reposer la question pour que... Certains modes de développement voient l'individualisme comme un passage obligé entre la société de tribus et celle des commons. Tout à fait. Qu'en Alors, pensez-vous? On comprend bien le schéma. Cette démonstration repose sur des représentations schématiques simples et convaincantes, mais simplistes. D'abord, parce que des tribus, il y a 1000 formes de vie de tribus. Il y a des tribus où l'individu, il est à la fois en relation et en même temps respecté pour lui-même. La tribu, ce n'est pas le collectivisme oppressif. Donc ça, ce type de démonstration tente à dire, l'individu, tu n'as pas encore émergé comme individu dans la tribu. Ce qui voudrait dire que je n'émerge pas comme individu dans la famille. Ça craint un peu quand même. Parce que la famille a un mode tribal. Donc je dirais, non, pour moi, la tribu, passer de la tribu, alors au sens primaire du terme, au sens un peu caricatural où il est utilisé dans ce terme-là, c'est-à-dire vraiment la soumission à la loi commune sans émergence de l'individu, je pense que c'est bon qu'on passe à la famille, oui, au sens de la famille évoluée, c'est-à-dire la famille qui, tout en reposant sur des alliances, enfin sur des interdépendances dans la chair et du sang, se fabrique progressivement dans l'interdépendance consentie et l'émergence des personnes. C'est ça une vraie famille. J'espère que dans une famille un tout petit peu éclairée, comme il y en a aujourd'hui, tout en ayant eu une loi collective, on laisse émerger progressivement les singularités individuelles et la personne profonde de chacun, qui fait qu'à 18 ans, on est face à quelqu'un qui n'a pas été oppressé par le collectif tribal et qui en même temps, auquel on n'a pas laissé revendiquer un individualisme narcissique. Donc pour moi, le vrai modèle, il est la famille. Et en fait, c'est dialectique, c'est hegelien, c'est de dire, ta première phase A, c'est la phase animale collective, la phase B, émergence de l'individu par égoïsme inévitable, parce que de toute façon, il faut bien tout d'un coup se différencier du reste du monde par auto-affirmation de soi. Petit 3, choix libre de la relation à autrui. C'est schématiquement satisfaisant, réellement inopérant. J'entends bien. Eh bien, je pense que la société, si elle veut passer du tribalisme à une véritable, si tu veux, démocratie de personnes co-responsables, doit conjuguer l'émergence de la personne dans la famille, donc doit travailler sur cette sortie de la tribu qui est la famille que j'appelle moi personnaliste, d'accord ? Et de l'autre côté par l'entreprise. Pour moi, ce n'est pas la société. C'est que la société, ce n'est pas l'individualisme social, c'est vraiment une société qui va favoriser des associations non tribales. Donc qui passent par des modes communautaires. Mais des modes communautaires, parce que l'individualisme, tu ne reviens plus en arrière. Une fois qu'on t'a fait croire que tu avais la possibilité d'être autonome dans l'indépendance par rapport aux autres et que tu étais le centre du monde, c'est très difficile de te réapercevoir que ce n'est pas vrai, sauf par échec grave, qui est la solitude suicidaire. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut passer du fonctionnement tribal au mûrissement vers le personnalisme à travers les deux communautés clés que sont pour moi la famille, l'entreprise et troisièmement la vie associative. Et que c'est ces trois éléments qui vont générer après ça l'émergence d'une conscience politique élaborée, qui sont les commons. Eh bien, présent, les amis, c'est ce que j'appelle l'espace associatif. Alors pour moi, l'espace associatif, c'est celui qui est le plus important. C'est celui qui permet d'ailleurs, quand on est dans la famille, on voit pas la famille comme une association. Et donc, précisément, l'amitié ou le fait d'être avec des amis me fait envisager le fait de créer une famille, c'est-à-dire de créer une association entre deux personnes. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut l'espace associatif comme sas de sortie de la famille et de non-réduction de la communauté politique à une machine à bien fonctionner, comme risque de me le faire croire l'entreprise. D'accord ? Mais l'entreprise me propose cet extraordinaire avantage qui est au fond d'approcher l'altérité et la différence non familiale sur la base d'une œuvre commune et d'un langage commun qui s'appelle le métier. Et c'est pour ça que c'est génial comme endroit. En fait, on parle une langue commune et on est attelé à la même œuvre, mais dans l'altérité. Donc c'est un très bon lieu de socialisation. Mais il faut ce troisième espace qui, à mon avis, n'est pas du tout assez renforcé aujourd'hui, qui est l'espace associatif. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les trois corps intermédiaires entre la personne et la collectivité. Voilà. Mais je pense que la phase individuelle, je le comprends bien, mais c'est une justification, moi je dirais, d'une des erreurs historiques de l'Occident.
Elle avait tout, l'Occident avait tout au XIIIe, XIVe pour élaborer un personnalisme anti-individualiste. Elle est partie d'individualisme pour des raisons aussi bien théologiques, philosophiques, politiques, sociales et scientifiques. C'est très étonnant la conjoncture. Et en plus des hasards malheureux qui ont été un certain nombre d'événements morbides qui ont replié les gens sur eux. C'est-à-dire les grandes épidémies, la guerre de 100 ans, voilà, qui étaient des événements, et le schisme religieux, c'est-à-dire la division interne à l'intérieur du christianisme, violent, hein, beaucoup plus violent que l'avait été la séparation entre l'Orient et l'Occident avec l'orthodoxie. Donc une espèce de perte de confiance complète dans ce qui était censé donner ultimement du sens. Donc ces trois traumatismes-là ont provoqué un repli sur soi, et avec un moment de faiblesse fondamentale de la théologie, incapable de développer le personnalisme magnifique qui germait au XIIIe, et avec une philosophie qui, elle, a brandi le bras de la libération de la religion par la conscience éclairée et la liberté individuelle. Et l'affaire était jouée. Voilà. Et je pense que ça fait partie du courage occidental que de revenir, de dire non, je n'ai pas de raison d'imposer aux pays africains ou à l'Inde, ou aux endroits dans lesquels il y a encore un mode tribal, cette dialectique, qui est une auto-justification de type hegelienne, qui essaie d'intégrer le moment négatif de l'individualisme. Voilà. Par contre, l'individualisme il existe à tous les niveaux, déjà dans la tribu. Et donc l'individualisme, il faut faire avec. Je ne vais pas lui faire la guerre. Chacun de nous a un petit côté de nouveau, narcissique, régressé, centré sur lui, orgueilleux. Il faut faire avec. Il faut l'encercler progressivement, couper les vivres. Progressif, hein. Ça meurt doucement l'ego. Bonne nuit à tous.